La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ensemble demain. C'est un nouvel échange avec invité aujourd'hui où j'avais envie d'explorer comment est-ce qu'on peut amener une réconciliation entre nous-mêmes finalement, puis la nature. Et, euh, et souvent, les thèmes que j'ai envie d'aborder, ça part de quelque chose de très intime, puis qui finit par finalement être utile à la communauté, être universel. Ici, je parle de lien, c'est le titre même du balado. Puis je parle souvent du lien qu'on entretient avec soi, avec les autres, mais aussi avec le monde. Et donc, c'est aussi ce lien-là qui est précieux à cultiver, à retrouver avec notre habitat naturel, de se remettre dans cet état d'appartenance avec ce qui est vivant en nous, mais aussi autour de nous. Puis depuis que les enfants sont nés, ils sont encore tout petits, depuis qu'on a choisi de les garder à la maison aussi avec nous à temps plein, nos élans d'être en nature sont de plus en plus présents, puis sont propulsés par eux. Cette présence, au-delà d'un espace de jeu, de défoulement ou quoi que ce soit, elle est devenue comme un lieu un refuge en quelque sorte pour nous, une enseignante aussi, puis un lieu d'émerveillement constant. On réapprend à voir, à percevoir, à écouter. Et pour nous, ça nous amène dans un tout autre monde et dans toutes sortes de choix qui sont différents de ce qu'on aurait pu faire par le passé. Et j'ai souvent ce sentiment-là de reprendre mon souffle quand on s'y retrouve. Et donc, ça me rappelle à chaque fois comme cette interdépendance-là, elle est fondamentale avec le monde qui nous entoure, puis il y a un échange qui se produit quand on laisse ce lien se renouer. Puis aujourd'hui, je suis vraiment très, très heureuse d'accueillir Hubert Mention, qui est un humain engagé, un passionné de nature et le fondateur de l'initiative L'Université dans la nature. C'est à la fois un lieu pour inspirer, pour échanger, pour apprendre avec cette intention encore plus profonde que ça amène une évolution dans la société, puis dans ce lien finalement avec le vivant. Puis il y a plein d'études, plein de recherches en ce sens. La perspective que qu'Hubert et son équipe apportent, c'est justement d'amener ces années-là, cette recherche, cette théorie, pour aller l'amener finalement dans les actions concrètes de réconciliation, pour reconnecter réellement au travers l'expérience. Donc, on sort des mots, on sort des principes, on sort des discours pour se plonger dans une action concrète, puis vivre finalement le lien à nouveau. Euh, Ce lien-là, que je trouve au travers cette perspective-là, qui nourrit les âmes, qui guérit les corps, mais qui aussi inspire des changements dans la société au complet. Puis comment est-ce qu'on peut finalement rendre la nature accessible à tous avec tous les enseignements? Alors après cette longue introduction, merci Hubert d'avoir tenu jusqu'au bout. Je te remercie encore d'être là. Puis avant tout, j'aime que les personnes aient l'espace de se présenter euh, au-delà de leur rôle, donc dans qui ils sont. Donc, si tu as envie de te présenter dans ton histoire, dans tes valeurs, dans tes défis, dans ton enfance, ce qui t'a amené finalement à
avoir besoin de renouer ce lien-là avec ce qui est vivant. Ben écoute, Sophia, merci pour cette introduction. C'était très intéressant et je pense que c'était très juste aussi. Me présenter, écoute, moi, j'ai eu deux carrières en fait. Moi, je dis toujours que j'ai eu deux carrières, une carrière d'avocat et puis une carrière d'avocat, Mhm. dans le sens que j'ai été avocat dans le milieu des artistes, dans le milieu du show business, et puis aujourd'hui, je suis un avocat de la relation avec la nature. Mais donc, j'ai vraiment vécu dans des mondes très, très différents. Je viens d'une famille, je suis né en Belgique, je suis né à Bruges, en Belgique, dans un endroit assez particulier parce que Bruges, c'était une ville qui était complètement en dehors du temps. Moi, je suis né à l'époque où Bruges était encore francophone dans Mhm. une région qui est devenue après complètement flamande et qui était complètement en retard sur tout. Alors parce que si tu vas à Bruges, tu verras qu'il y a une architecture du Moyen Âge qui n'a pratiquement pas changé. Alors je ne dis pas que les mentalités dataient du Moyen Âge, mais les mentalités, elles étaient vraiment très proches du 19e siècle. C'était vraiment un choc quand à chaque fois que je retournais là-bas voir mes grands-parents. C'était l'époque de bon, c'était un milieu, moi je suis né dans un milieu très favorisé, et Mhm. donc si tu veux, c'était un milieu et une époque où la société paraissait comme quelque chose de très structuré et de définitivement structuré. C'est-à-dire que tu étais dans une classe sociale, tu y restais toute ta vie. Tu pouvais avoir tout l'argent que tu voulais, ça ne changeait rien à ta classe sociale. Il y a des gens qu'on voyait et des gens qu'on ne voyait pas. Tu avais les catholiques d'un côté, puis tu avais les francs-maçons de l'autre. Enfin, Mhm. c'était vraiment un monde qui a complètement disparu. Ouais. Euh, mais voilà. Et donc, je suis né à Bruges et puis après, j'ai grandi à Liège, en Belgique toujours. Donc, ma destinée, en fait, moi, j'ai aimé la nature depuis toujours. J'adorais la nature, j'adorais les animaux, j'aimais le contact avec la nature, je me sentais bien dans la nature. La nature, pour moi, c'était absolument tout. Et j'avais la chance d'avoir un grand jardin autour de la maison familiale, donc j'étais tout le temps dehors, quoi, en fait. Mhm. Et puis, j'ai eu une adolescence quand même très difficile parce que j'étais plutôt rebelle. Donc, mes parents ne savaient pas quoi faire de moi. Je suis né dans une famille où on est six frères et sœurs. Mais moi, j'étais le quatrième et j'étais un peu l'enfant compliqué, quoi, parce que personne ne savait que faire de moi. Et l'école, pour moi, c'était un calvaire de la première année à la dernière année, parce Mhm. que je me suis rendu compte beaucoup plus tard que je ne supportais absolument pas d'être dans une classe. C'est quelque chose pour moi qui était vraiment insupportable et qui empêchait toute compréhension de ce qu'on me racontait. Donc j'ai changé tout le temps d'école. À un moment donné, bon, les choses ont très mal tourné, donc mes parents m'ont placé dans un pensionnat, qui était aussi une sorte de pensionnat du 19e siècle, où tu restais là pendant 15 jours. Tu dormais dans des grands dortoirs, et c'était dans un monastère en plus. Mais la chance que j'ai eue, c'est que moi qui ai détesté ce pensionnat, j'ai pu profiter de la forêt qui était tout autour parce qu'il était vraiment en pleine nature. Et bon, après, j'ai continué des études, j'ai voulu les arrêter, puis j'ai fait des études de droit. Mais justement, en faisant mes études de droit, parce qu'avant, quand j'ai fini le secondaire, moi, le secondaire, c'était pas du tout ce que j'étais capable de faire. Je ratais tous mes examens, j'étais toujours le dernier de la classe. Il n'y a rien qui m'intéressait de rien. Je ne supportais pas l'autorité. Enfin, c'était vraiment là-dedans que j'étais. Et Mhm. à un moment, il y a donc tout le monde se disait mais comment il va faire pour terminer son secondaire? Moi, je venais quand même d'un milieu où il était complètement inconcevable qu'on ne fasse pas des études universitaires, parce que du côté de mon père, c'était tous des grands universitaires. Donc se dire Hubert ne va pas à l'université, c'était impensable. Et donc j'en étais pas là, j'en étais à savoir comment j'allais finir mon secondaire. Et à un moment donné, on m'a parlé d'une école privée dans laquelle on pouvait faire 3 années en une seule, avec des cours intensifs et des examens qui se passaient devant l'État. Alors évidemment, tout le monde a dit, ben non, il réussit déjà pas 2 années en une. Comment est-ce qu'il va réussir enfin, comment est-ce qu'il va réussir à faire 3 années en une? Mais finalement, une de mes tantes, qui était une grande philosophe, a convaincu mon père et je me suis retrouvé donc dans une école tout à fait particulière où il fallait travailler beaucoup plus vite.
Et mes résultats ont été absolument extraordinaires parce que je suis sorti le premier de cette école et ça a complètement changé ma relation avec l'enseignement. Quand Mm. j'ai pu travailler à mon rythme, alors les choses ont été. Et donc après, j'ai fait des études de droit sur le même système, c'est-à-dire sans aller au cours. Je faisais tout par moi-même et je présentais les examens euh, dans une session séparée avec les profs. Et bon, j'ai très bien réussi. Et puis voilà. Alors, je faisais toutes ces études parce qu'en fait, moi, je voulais devenir diplomate. Je me disais, je vais devenir ambassadeur, c'est ça qui me convient. Et après, j'ai compris que c'était parce qu'en fait, je voulais quitter la Belgique. Moi, la Mm. Belgique, c'est un pays dans lequel je ne me suis jamais senti à l'aise. J'ai rencontré depuis lors beaucoup de gens qui sont dans un pays qui ne leur convient pas. Ce n'est pas qu'ils le détestent, etc., mais il y a quelque chose qui ne leur convient pas dans la culture, dans la géographie, même dans l'histoire. Et puis parfois, ils vont dans un autre pays qui n'a rien à voir et ils se disent, ah, ben ici, c'est chez moi. Et si tu veux, moi, c'est ce qui s'est passé avec la Belgique. Et donc, j'ai toujours voulu quitter la Belgique. Mais je ne m'en rendais pas vraiment compte. Mais bref, la diplomatie, c'était une façon polie de quitter la Belgique. Donc, j'ai fait toutes mes études et à la fin après mes études, j'ai présenté le concours diplomatique. Donc, c'est un concours où il y a des centaines de candidats et tu dois répondre à toute une série de questions, et puis, bref, après, tu deviens diplomate. Mais quand je me suis retrouvé dans la salle du concours, j'ai commencé à regarder autour de moi la tête de ceux qui étaient à ce concours, et je me suis dit, mais moi, c'est impossible que je passe ma vie avec des gens pareils. Je dis ça aujourd'hui en riant, mais à l'époque, pour moi, c'était une évidence, c'était pas possible que je passe mon temps avec des gens pareils. Donc, j'ai quitté la salle de concours, je n'ai même pas fini mon examen. Et il est arrivé alors à ce moment-là un événement tout à fait exceptionnel, c'est que avec deux de mes frères, on écrivait depuis longtemps des chansons, et une des chansons est devenue un énorme succès, ça a été signé dans une maison de disques, c'est devenu un hit international, et comme j'avais fait des études de droit, mes frères m'ont dit, bah, Hubert, c'est toi qui dois négocier nos contrats. Mais moi, je n'y connaissais rien, je connaissais Mm. un peu de droit d'auteur, et je connaissais le droit contractuel général, mais pas le droit des contrats d'artistes. Et j'ai décidé de profiter en fait des connaissances que j'avais, parce que évidemment on était copains avec tu sais, des gens comme Plastique Bertrand, Philippe Lafontaine, enfin toutes les vedettes de l'époque. Je leur ai dit communiquez-moi vos contrats et je vais comparer avec le contrat qu'on nous a proposé. Et bref, peu à peu, je suis devenu spécialisé dans ce domaine-là et je suis devenu avocat quelques années plus tard, spécialisé dans le monde du droit d'auteur et le monde des artistes, ce qui après m'a mené à Hollywood, parce que, encore une fois, tu vois, c'est l'idée de quitter la Belgique. Donc j'ai été longtemps à Hollywood, et puis je suis arrivé au Québec parce qu'à un moment donné, une organisation internationale de la francophonie m'a demandé de venir pour faire un site expliquant les droits et obligations des artistes sur Internet. Mm. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Montréal la première fois. Et tu vois, donc j'ai finalement réussi à quitter la Belgique. Et le dernier point que je veux dire, qui est assez étonnant, parce que ça parle quand même de la puissance incroyable des rêves d'enfant. Quand j'étais petit, j'avais une tante, c'était la fameuse tante philosophe dont je viens de parler, qui est venue donner des cours de philosophie. Elle était spécialisée dans la philosophie d'Aristote, et elle est venue donner une session de cours à l'université d'Ottawa. Et quand elle est revenue, donc ça, je pense que ça date des années 60 ou 70. Et quand elle est revenue de son séjour à Ottawa, elle nous a ramené des photos, des cartes postales. Et moi, elle m'a ramené une peau de raton laveur tannée. Et cette peau de raton laveur, pour moi, elle a symbolisé le Canada pendant des années et des années. Et je me suis toujours dit, c'est là que je veux aller. Je veux aller, je veux être au Canada. Et le soir, en m'endormant, je m'imaginais toujours, quand j'étais petit, que j'étais au Canada, que j'avais, tu sais, tout ce qui est le fantasme de la cabane au Canada, du nord du Canada, etc. Et je me suis donc retrouvé après au Canada, mais ce qui est étonnant, c'est que je n'ai fait aucun effort pour venir, puisque on m'a appelé d'ici, on m'a dit, mais est-ce que vous pourriez venir au Canada? Moi, j'étais ravi, et je me suis retrouvé à un moment donné, parce que j'ai après écrit beaucoup de livres sur le nord du Québec. Un jour, j'étais dans le nord du Québec, et je me suis rendu compte que j'étais dans mon rêve d'enfant, sans avoir fait de stratégie pour le réaliser. Et ça m'est arrivé très souvent dans ma vie, et je me suis rendu compte de la puissance incroyable que nous avons avec notre pensée grâce à cet événement-là. Mm. Ouais, c'est incroyable, tu t'es retrouvé.
à la place que tu avais imaginée dans tes rêves d'enfance. Et puis à Ouais. chaque fois, finalement, ça a été une série de liens qui se sont faits, hein, ben, en fait, non recherchés finalement, puis une série de Oui, synchronicités. Ouais, ouais. Ouais, c'est oui, intéressant. Puis tout a fait exactement. comme par C'est- intuition. Oui, et si tu veux, moi, ça m'a amené, alors c'est peut-être un défaut que j'ai, c'est sans doute un défaut que j'ai, mais ça m'a amené à me méfier énormément des plans, tu sais, de planifier les choses qui vont arriver. Parce qu'en fait, je crois que c'est John Lennon qui disait que Dieu est ce qui fait tout ce qui arrive juste après qu'on a fait un plan. Tu vois. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire des plans, mais tu sais, on n'a aucun contrôle de la réalité, on n'a aucun contrôle de rien. Donc je crois que ce qui est beaucoup plus fort, en tout cas, c'est ça qui s'est passé dans ma vie, c'est la force. Je peux même pas dire que c'est de l'intention, et parce que je pense que c'est ça qui est un point très important. Quand j'étais petit et que je rêvais que j'étais au Canada, par exemple, j'avais une tante dans la région de Bruges, puisque bon, en fait, beaucoup des frères et sœurs de ma mère continuaient à habiter dans la région de Bruges. Une de mes tantes avait un magnifique château dans cette région de Bruges, et il y avait, devant le château, il y avait un très très grand étang, il y avait des forêts autour, ils faisaient de la chasse à courre, en fait, c'était tout un truc. Et quand Mhm. il y avait des réunions familiales, moi, je détestais les réunions familiales, mais bref, j'étais obligé d'y aller. Quand il y avait des grandes réunions familiales dans ce château, moi, le premier truc que je faisais, c'est que je prenais un canot, je traversais le lac et j'allais me réfugier dans une petite cabane qui était tout au bout de ce lac et je rêvais que j'étais au Canada. Donc ça veut dire, je n'avais pas l'intention d'aller au Canada parce que j'y étais déjà. Et je Mm. pense que c'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est quand on se trouve dans un endroit par la pensée, on va y arriver par le physique. Et c'est pourquoi il faut évidemment faire attention à ce qu'on voit, parce que c'est là qu'on va aller. C'est encore quelque chose de très mystérieux, mais je l'ai expérimenté, beaucoup de gens ont expérimenté ça, et c'est le pouvoir extraordinaire du rêve. Ouais. Extraordinaire. Y croire si fort qu'on s'y retrouve finalement dans nos Oui, rêves. Ouais. ouais. C'est pour ça que le mot foi, tu vois, les gens souvent croient que le mot foi, ça a un rapport avec le mot croire, mais absolument pas. Le mot foi, ça a un rapport avec fides en latin, qui signifie confiance. C'est-à-dire, je suis déjà là. Mhm. Ouais, c'est ce que j'appelle la confiance en la vie, moi. Je le nomme comme Oui, ça quand je le nomme, ouais. oui, Confiance en la vie. Puis c'est fou parce que dans l'histoire que tu partages, tu nais dans une famille privilégiée, mais qui t'enferme finalement. Tu es le mouton noir de la famille à ce moment-là, si je puis me permettre de le nommer comme ça. Mais tu te rebelles de toute ton âme, de tout ton corps ouais, contre ce futur figé, ce présent figé, puis cette division finalement que ça crée avec le monde. Et par tous les ouais, moyens, t'emmènes ton esprit dans des rêves qui te font quitter cet univers-là et tu t'y retrouves. Mais là, tu te tout à retrouves fait. dans un univers qui est un univers justement, oui, d'artistes, de culture, mais aussi, ah, puis c'est peut-être juste un mythe pour moi, mais de grande vitesse, Oui, ah peut-être de oui, oui. superflu aussi parfois. Ah Alors bah oui, comment tu passes de ce monde à un autre? Parce que là, toi, tu as traversé des mondes au travers ta vie, mais comment tu te oui. retrouves là où tu es maintenant? Mais C'est si quoi tu la veux, ce suite qui de est l'histoire? assez... Pardon? Quelle est la suite de l'histoire, en fait? Oui, c'est ça. Mais ce qui est assez curieux, pour revenir 2 secondes en arrière, c'est Mhm. que, si tu veux, mes frères, eux, c'était des fous de musique. Ils avaient créé un orchestre, tu sais, à l'époque, que ça coûtait. Mes parents, il était hors de question que mes parents dépensent de l'argent pour acheter une batterie à un de mes frères, par exemple. Ouais. Parce qu'ils trouvaient que ça faisait du bruit. Tu sais, il y avait, je crois que c'est Léopold III, roi des Belges, qui avait dit la musique était un bruit qui coûte cher. Mes parents adoraient la musique classique, mais le rock, les Beatles et compagnie, c'était pour eux, c'était une musique de sauvage, quoi. Mhm. Et donc, mon frère, quand il a voulu avoir une batterie, on n'a rien trouvé de mieux que d'aller chez le boucher pour demander une vessie de porc, et il a fait ses tambours avec des vessies de porc. Mais bref, c'était un fou et c'était des fous de musique. Mais moi, pas du tout, si tu veux. Et quand je les voyais regarder, c'est ça, je pense, le lien, quand je les voyais regarder à la télévision, les vedettes de l'époque, et je voyais qu'ils les admiraient et qu'ils trouvaient qu'ils étaient extraordinaires, etc. Et moi, je voyais la même image, mais il y avait quelque chose en moi
rendait impossible que je croie à ces images. Moi, je ne pouvais pas croire que ces gens étaient vraiment heureux comme ils le disent, comme ils le prétendaient, qu'ils étaient Mm. super contents d'être là, qu'ils étaient super en forme, qu'ils étaient heureux. Je n'arrivais pas à croire ça et je ne comprenais pas pourquoi mes frères le croyaient. Ce qui fait que quand je me suis retrouvé dans le show business, si tu veux, les stars, les vedettes, etc., moi, je n'y ai jamais cru et je n'y crois toujours pas. J'ai rencontré des énormes stars, mais je veux dire, ça ne m'impressionne pas parce que je ne crois pas que c'est réel. Pour moi, c'est juste une sorte d'illusion collective, tu vois. Mm. Et par rapport à ça, la nature, là, pour moi, c'était tout à fait autre chose. Là, quand j'étais dans la nature, j'avais l'impression d'être dans la vérité. Et quand j'étais dans le monde du show business, j'avais l'impression d'être dans une illusion. Je ne suis pas en train de dire que les gens du show business sont des gens faux, si tu veux, parce que moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans ces milieux-là, parce que ce sont très souvent, la plupart du temps, ce sont des marginaux. Alors, Oui. ce sont des marginaux qui ont très bien réussi financièrement, mais ils restent vraiment des marginaux. Ce sont des gens qui n'arrivent pas du tout à s'insérer dans le monde tel qu'il est. Et moi, je n'y arrivais pas non plus, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouvait. Mais moi, je te dis, ça ne me faisait pas rêver. J'ai rencontré quand j'étais à Hollywood. En plus, parce que tu sais, moi, je ne suis pas du tout, je ne passe pas mon temps, je ne passais pas mon temps à écouter la radio, etc. Je m'en foutais, moi, complètement. Ce qui m'intéressait, c'était les contrats, c'était la mécanique des contrats et la mécanique du succès. Ça me passionnait. Comment est-ce que les gens font pour arriver au succès? Mais leurs œuvres, ça ne m'intéressait pas trop. Et donc, je me suis retrouvé à Hollywood devant des gens qui étaient des énormes stars, mais je ne savais même pas qu'ils étaient des stars, tu vois. Donc, moi, je leur parlais tout à fait normalement. Puis après, on me disait, mais attends, mais tu sais avec qui t'as passé la soirée, c'est telle ou telle personne. Je dis, ah bon, ok, mais je m'en foutais, quoi. Pour moi, c'était pas ça, les gens vraiment importants dans une société. Et j'ai pas changé d'avis à ce sujet-là. Ouais, il y avait une forme de détachement finalement parce que toi, ton sens était ailleurs. Oui, Ouais. Mais oui, mais oui, c'est c'était. intéressant ce que tu partages par rapport au fait que vous retrouviez dans ce côté marginal-là, finalement, ça reste que c'est dans le cœur, ce sont des artistes qui ont décidé de s'exprimer comme ça, puis qui se sont retrouvés dans des succès qui parfois peut-être même les dépassent et les Ah bah éloignent de ce oui, qu'ils cherchaient au départ. mais Mais oui. que toi, ce que tu admirais, c'était au-delà de cette illusion-là qu'on peut apporter au travers. Le succès comme on le vend, le bien-être, le bonheur comme on le voit un petit peu partout, plein de paillettes. Ouais. Oui, alors si tu veux, grâce au show business, moi j'ai compris très vite, je crois, que le marketing allait déferler sur le monde, parce il a commencé par déferler sur le show business. Tu vois. Show business, c'est bien ce que ça veut dire, hein. Et c'est vraiment là que tout a commencé, les manipulations d'images, les fausses biographies, les images qu'on retouche, etc. C'est le show business qui a inventé tout ça. Et donc, je me suis dit, ça va déferler sur le monde, et ça a vraiment déferlé sur le monde. Et aujourd'hui, le monde entier, en tout cas en Occident, est soumis à un marketing complètement incroyable auquel la plupart des gens continuent à croire. Comme ils croient aux vedettes qu'ils voient à la télévision, qu'ils voient sur YouTube, etc. C'est de la fabrication de croyances, quoi, en fait, tout ça. Tout à fait, oui. Ouais, ça soutient les croyances qu'on veut voir émerger dans le tangible des actions, finalement. Oui, Ça construit un imaginaire collectif, tout ça. Mm. oui, oui, absolument. Et ça construit même un monde collectif. Quand tu Ouais. vois, il y a énormément de gens qui achètent des produits. Et en fait, moi, je me souviens un jour avoir entendu Jacques Séguéla, qui était le ponte de la publicité à l'époque, et qui disait où est le mal de faire croire aux ménagères, quand elles achètent de la lessive, de leur faire croire à des rêves. Il disait, il n'y a pas de mal à ça, tant mieux si on peut les faire rêver un peu. Mais cette phrase-là était elle-même un détournement de pensée, parce qu'en réalité, les publicitaires ne font pas croire à du rêve, ils font croire à des illusions. C'est tout à fait différent. De venir dire à quelqu'un, si vous achetez ce produit-là, vous allez être heureux, ce n'est pas du rêve, c'est de l'illusion et c'est du mensonge. Et moi, je ne suis pas du tout pour ce monde-là. Moi qui pourtant viens, si tu veux, c'est sûr que j'ai contribué à ma manière à la fabrication des illusions dans le monde du show business, hein. Mais je le connais très bien. Je sais très bien pourquoi les gens font ça, comment ils le font et ce que ça rapporte. Mais c'est un monde qui s'écroule peu à peu, je pense. Ah oui, oui, qui s'écroule, puisque finalement, qui sommes-nous au-delà des objets? Puis, ouais, il y a ce côté-là de, tu sais, t'en parles un peu de manipulation, mais finalement,
On vient vendre du rêve et on vient finalement se baser sur les besoins fondamentaux, universels des humains pour aller recréer cette émotion-là qu'ils aspirent à vivre plus que tout au Oui. travers des objets, au Tu as travers. tout à fait raison, c'est exactement ça le mot, parce que la technique, c'est de transformer les aspirations en envie de consommation. Ouais. Donc je prends les aspirations les plus nobles de l'humain, hein, par exemple l'aspiration à la liberté, l'aspiration à l'amour, l'aspiration au sens, et je vais en faire des produits qui vont consommer. Et c'est vraiment là qu'on est maintenant, quoi. Tout à fait. Et cette aspiration au sens, on l'utilise plus que jamais en ce moment dans énormément de milieux. Oui, On attire par le sens, par cette, finalement, plus ce besoin de sens réel, mais cette injonction au sens. Et oui, ça, c'est un tout autre sujet, mais c'est assez incroyable comme on a cette capacité-là d'aller manipuler, comme les... Ouais. Puis alors toi, oui, comment tu parce que, ne pas te perdre dans tout ça? Ou est-ce que tu t'es perdu? ah, mais alors, regarde. Moi, je crois que ce qui m'a habité toujours, mais je pense que ça habite tout le monde, en tout cas. Mais bref, moi, ça m'habitait. Qui m'a toujours habité, c'est la recherche de la vérité. Moi, c'est vraiment ça qui a été le moteur de ma vie, de vouloir savoir le vrai. Et c'est pour ça que dans les milieux conventionnels, moi, ça ne m'intéressait pas parce que je, et évidemment, le monde de la richesse et de l'opulence ne m'intéresse absolument pas parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour et ce n'est qu'un monde des apparences. Je ne veux pas dire qu'il n'a que des côtés négatifs, on n'est pas là-dedans, mais c'est un monde des apparences. Les gens qui s'entourent de richesse sont des gens qui multiplient les signes de l'opulence. Pour les autres, ils le font, pour les autres. Pour que les autres pensent qu'ils ont beaucoup d'argent, donc ils sont riches. Mais moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la vérité d'un être. C'est ce qui m'a intéressé dans le show business. C'est ce qui m'intéresse beaucoup parce que je continue à beaucoup développer le concept d'identité artistique auprès d'artistes, Mhm. c'est-à-dire montrer aux autres, vous en tant qu'artiste, montrer aux autres ce que les autres n'osent pas montrer d'eux-mêmes. C'est ça pour moi l'identité artistique. Et le show business m'a appris énormément de choses sur le sujet, mais donc, si tu veux, dans cette recherche de vérité, quel est l'endroit dans lequel on peut trouver la vérité, c'est-à-dire l'endroit qui montre sa propre vérité, c'est la nature. Quand tu te promènes en forêt, tu te trouves devant la vérité de la nature, c'est-à-dire que la nature se déploie systématiquement à tes yeux. Il y a une nature invisible, qui est la nature notamment microscopique, mais un arbre, par exemple, il montre ce qu'il est en permanence, tout le temps, et il se déploie. Et donc, le contact avec cette vérité de l'apparence, qui est tout à fait différente de la question de l'apparence chez les humains, elle résonne, elle a beaucoup résonné en moi avec ma vérité à moi. Tu vois, j'avais l'impression que là, on était tout le monde, on était sur la même longueur d'onde. L'arbre dit, je suis moi et je ne suis pas plus que moi. Mhm. Et il me permet à moi de dire, ben moi, c'est pareil. Je suis moi et je ne suis pas plus que moi. On est tous les deux ce qu'on est. Et c'est quelque chose pour moi qui est une source de bonheur, de plénitude quotidienne. Quotidienne. Et, moi, j'ai toujours envie de dire quand je rencontre des gens, et je dois me retenir, parce que c'est un besoin très fort en moi, mais je dois toujours dire, j'ai toujours me retenir de dire aux gens, mais pourquoi est-ce que vous ne montrez pas qui vous êtes? Parce que je me fous de qui vous voulez être, de qui vous voudriez être. Ça m'est égal, ça ne m'intéresse pas, c'est pas vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Alors montrez-vous. Et moi, vous m'aiderez à me montrer moi, mais on va être dans quelque chose d'humain et de vrai. Et ça arrive entre humains. Moi, j'ai beaucoup constaté, et c'est tellement simple à faire que quand tu mets des humains autour d'un feu dans la nature, comme par hasard, il y a la vérité qui ressort. Parce que les gens ne se voient pas, parce que souvent il fait nuit, ils sont en cercle, donc il n'y a pas une position hiérarchique, et ils ne parlent pas de leur profession, ils ne parlent rien de rien de tout ça, ils échangent. C'est un lieu très important, le feu, de se retrouver autour d'un feu, mais comme par hasard, c'est dans la nature. Oui, c'est dans la nature. Puis si on retourne ben, des siècles et des siècles avant nous, ben, on revient à ça en fait. Les gens vivaient dans la nature, ils célébraient, ils se retrouvaient autour du feu. Et puis c'est dans ces époques-là
qu'on retrouve et puis qu'on étudie à quel point le lien avec la nature était fort, le lien avec les autres, l'entraide, la cohésion, la connexion, puis c'est cette interdépendance. Parce que Oui, on a vécu, c'est une toute petite portion de nos vies en ce moment qui est sous cette culture-là de mécanique, de déconnecter de tout. Mais ah avant ben, lui, c'est il y a clair. en fait, finalement, je veux dire, 90% de l'existence humaine était au contact du vivant, était justement autour de ce feu, était dans une dynamique d'entraide, de relation, de connexion, d'interdépendance. Finalement, ce qu'on Tout à cherche en fait. ce moment, c'est de revenir un petit peu à cet aspect-là. Oui, aujourd'hui, les anthropologues disent que l'être humain a vécu dans la nature 99,9% de son temps d'évolution. Ah bah tu vois, c'est Donc, ça. Exact. c'est très récent, tu vois, c'est très récent. Et ce qui est très important, je pense, à savoir, que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que notre corps lui-même est un corps de chasseur-cueilleur, dans le sens qu'il a été fabriqué pour mener une vie de chasseur-cueilleur. Et l'arrivée de l'agriculture, on dit toujours que si on devait résumer les 2 derniers millions d'années de l'espèce humaine, l'humain en une vie humaine, hein, donc on dit, bon, une vie humaine égale 2 millions d'années, eh bien, les premières installations de sédentarisation de l'humain, elles arriveraient quand l'humain a atteint 8 mois après qu'il ait atteint 69 ans. Donc, Mhm. pendant les premiers 69 ans, il a passé son temps en tant que chasseur-cueilleur. Et notre musculature, notre cerveau, notre psyché, enfin, la totalité de nos organes et de nos sens ont été façonnés par ce séjour dans la nature. Donc, évidemment, quand il se retrouve maintenant dans quelque chose qui a évolué beaucoup plus vite que lui, c'est-à-dire l'espace urbain, eh bien, il sait pas à quoi servent ses sens. Il perd peu à peu l'utilisation. On voit dans toutes les études que les gens qui vivent dans les villes, par exemple, ont une ouïe qui est abîmée par rapport à des gens qui vivent en nature, ont une vision qui est abîmée par des gens qui vivent en nature, ont un odorat qui est extrêmement restreint. Je parlais hier avec quelqu'un qui est à Tahiti. Il me disait que les chercheurs de l'Université de la Polynésie française disent aujourd'hui que les anciens marins polynésiens qui voyageaient sans compas et sans appareil étaient capables de détecter l'odeur de la Terre à 250 kilomètres. Donc Mhm. et nous, notre odorat, je crois que même maintenant à 100 mètres, on ne sent plus rien. Donc bref, tous nos sens qui n'ont pas du tout été faits pour ce type d'environnement, euh, ils n'ont plus de sens. Et moi, j'ai écrit dans le livre Réconcilié que pour beaucoup d'employés, en fait, ils n'ont pas besoin de leur corps. S'ils pouvaient aller travailler à leur bureau uniquement avec leur tête, ils le feraient. Ils laisseraient Oui. leur corps à la maison. Il y aurait leur tête qui irait travailler parce qu'ils n'ont pas besoin de leur sens pour le travail. Qui a, à son travail a besoin du sens de l'odorat? Pas grand monde. Qui a besoin du sens du toucher? Pas grand monde. En fait, les deux sens qu'on utilise le plus, c'est les deux sens dits nobles depuis l'Antiquité grecque, c'est-à-dire la vue et l'ouïe, mais pour les autres, il n'y a pas. Donc, si tu veux, c'est là qu'on est. C'est qu'on a pris des millions d'années à nous façonner pour une certaine vie et nous avons complètement basculé dans une autre vie. Et Wilson, qui est donc le biologiste qui a répandu beaucoup l'idée de biodiversité et de biophilie, Mhm. disait le gros problème de l'humain, c'est que nous avons des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et une technologie divine. Alors comment on fait pour s'en sortir? C'est la Mhm. question qui nous est posée aujourd'hui. Ouais, c'est incroyable, oui. On a été conçu pour quelque chose, mais on est dans un tout autre monde que ce Ah pourquoi on a ouais, été conçu. Ouais. voilà. Puis ce Et tu vois, rapport. quand on a compris ça, Ouais. pardon, Non, j'allais revenir juste au rapport sensible au monde, en fait, dont tu parles. On perd oui, finalement nos sens, on perd le rapport sensible au monde qui nous permet, lui, d'aller dans notre nature, finalement. absolument. Et tu as raison. Moi, je dis que nous perdons notre rapport sensoriel. Parce que, tu sais, aujourd'hui, quand on parle de sensibilité, les gens parlent généralement de qualité artistique, de qualité esthétique. Mais en fait, je crois qu'il faut plus parler de sensorialité. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre, par exemple, à regarder en l'air. Qui regarde encore en l'air? Il faut réapprendre à regarder loin. Qui regarde encore loin?
Tu vois, il faut réapprendre à entendre des petits sons. Et c'est en train de disparaître, ça. Donc, il faut absolument retrouver cette sensorialité. Et c'est dans la nature qu'on va pouvoir la retrouver parce que justement, ces organes ont été faits pour ça. Et d'ailleurs, ceci explique un autre point qui est très, très, très important à comprendre. C'est pourquoi est-ce que les gens se sentent bien dans la nature? Ce n'est pas pour des raisons magiques, c'est simplement parce qu'ils ont été conçus pour y vivre. C'est un peu comme se demander pourquoi un poisson se sent bien dans l'eau. Ben, parce qu'en fait, c'est ça son milieu. Ouais, Et nous, notre milieu, d'un point de vue anthropologique, historique et biologique, c'est le monde naturel. Donc, ce n'est pas magique qu'on se sente mieux dans ce monde-là, c'est tout à fait normal. tout à fait. Ce qui n'est pas normal, c'est de s'en détacher complètement, au point qu'on Oui, ne réalise même plus qu'on est ce monde, qu'on est cette nature-là, oui, qu'on en fait partie. Et absolument, ouais. absolument. Et là, je veux Ouais. revenir, je veux revenir à l'intimité de ton histoire, si tu as toujours envie de la partager, parce que toi, tu as vécu quelque chose en lien avec la nature qui a été une forme de guérison. Est-ce que tu te Oui, sens confortable d'en parler? oui, oui, oui. Donc, si tu veux, moi, quand j'étais à Hollywood, évidemment, j'étais loin de la nature. Mais enfin, ceci dit, je ne sais pas si tu connais les collines d'Hollywood et de West Hollywood. Ce sont des endroits absolument incroyables, hein, qui sont vraiment, d'une certaine manière, un peu au-dessus de la pollution et en pleine nature. C'est très beau, c'est très joli. Les gens sont quand même le contact avec la nature en Californie, en tout cas à Los Angeles, il y a des endroits où il est très fort. Mais tu descends de ces collines, tu te retrouves sur Hollywood Boulevard, et là, il n'y a plus de nature. Tu te retrouves vraiment dans le monde du show business, justement. Et c'est marrant, hein, de voir à si peu de distance qu'on peut basculer d'un monde à l'autre avec toutes les conséquences que ça a, parce que on parle toujours d'Hollywood Boulevard, mais en réalité, c'est un endroit très glauque. Hollywood Boulevard, c'est un endroit qui n'est pas spécialement beau. C'est un endroit où tu as beaucoup d'itinérants, tu as énormément de gens avec des problèmes de santé mentale. Mm. Bref, et tu vois la colline d'Hollywood avec le grand panneau Hollywood, et ça fait rêver le monde entier, mais encore une fois, c'est une illusion. C'est encore une fois une illusion, c'est une fabrication collective d'une illusion. Alors, il se trouve que moi, j'avais une vie qui était très rapide, comme tu disais tout à l'heure, parce que, bon, si tu veux, j'avais une clientèle en Europe, mais j'en avais aussi une à Hollywood. Je faisais les allers-retours, c'était super compliqué, mais c'était très stressant. Mais en fait, j'avais à ce moment-là une trentaine d'années, je m'en rendais pas compte. Je crois qu'à cet âge-là, on peut endurer énormément de choses et c'est un problème parce que on se rend pas compte, on a tellement d'énergie euh, qu'on a besoin d'une certaine manière de courir beaucoup plus que de savoir où on va. Et Mm. en fait, on court à toute allure vers un endroit que parfois on ne se rend pas compte où on est en train d'aller. En tout cas, c'était mon cas. Moi, je ne me rendais pas compte que j'allais dans un mur. Et le mur, pour moi, il est arrivé à l'occasion d'une séparation de couple qui a été très, très difficile pour moi et c'était ça et un burn-out en même temps. Tout Ouais. s'est écroulé en même temps. Donc, c'était une période qui était très, très, très difficile pour moi parce que j'en pouvais plus de rien, en fait. Je ne pouvais plus supporter ce métier, je ne pouvais plus supporter ce milieu. Et en réalité, je ne pouvais même plus supporter les humains et je ne pouvais même plus me supporter moi-même, tu vois. Donc j'étais dans une situation un peu compliquée. Comment est-ce qu'on fait quand on ne se supporte plus soi? Tu vois. Alors, quand on ne supporte plus les autres, ben, il y a déjà une possibilité, c'est de ne plus les voir. Donc, effectivement, moi, je me suis dit, bon, ben, j'ai terminé. J'ai jeté mon téléphone dans une poubelle. Je me souviens, mon téléphone Ouais. portable, je l'ai jeté dans une poubelle de l'aéroport en me disant, mais moi, je ne veux plus rien entendre du monde. Plus rien. Et je suis parti au Canada. Alors, au moins, j'étais débarrassé des autres, si tu me permets l'expression, mais je n'étais pas débarrassé de moi. Et, Mm. euh, et ça, c'était le problème, tu vois. Et donc, bon, je me suis arrangé pour me retrouver dans un endroit où j'étais complètement seul, ce qui n'était pas une idée brillante, je pense, à l'époque. En tout cas, moi, je ne conseille vraiment pas ça à tout le monde. Mais bon, c'était la décision que j'ai prise et puis après, j'ai dû l'assumer. Je me suis donc retrouvé seul, en pleine nature.
n'ayant d'ailleurs aucune, parce que moi j'aimais la nature, mais je n'avais aucune compétence particulière pour, ni pour survivre dans la nature, ni même pour vivre dans la nature. Je veux dire, je n'étais pas du tout quelqu'un, bon, j'avais peut-être coupé un peu de bois, mais enfin, de là à me faire des provisions incroyables de bûches pour passer l'hiver, c'est autre chose, tu vois. Mm. Donc, et même chose pour la pêche, même chose pour tout ça. Mais étant donné que je ne me supportais plus moi-même, et que je ne supportais même plus mes pensées, je ne supportais pas mon passé, je ne supportais rien, si tu veux, l'inconfort que j'ai vécu, qui était très fort quand même quand j'étais là, l'inconfort extérieur était à peu près au même niveau que l'inconfort intérieur. Donc d'une certaine manière, tout allait bien, tu vois, parce que Mm. rien n'allait bien nulle part. Si je m'étais trouvé dans un endroit où les gens faisaient la fête à l'extérieur et moi j'étais malheureux de mon côté tout seul, ça aurait été très difficile et à l'inverse. Mais là, je me trouvais dans un endroit où je trouvais que rien n'allait à l'extérieur et rien n'allait à l'intérieur. Donc je me disais, bah, ok, euh, on est à 0-0, tu vois. Et peu à peu, j'ai vraiment touché le fond. J'ai vraiment touché le fond euh, parce que, si tu veux, je me suis dit, bon, ben, euh, je vais en finir, tu vois, je vais en finir. J'ai tout arrêté, j'ai tout laissé derrière moi, j'ai fait des erreurs comme tout le monde et tout. Enfin, et puis, tu sais, quand tu es seul, il faut affronter toute la solitude, hein. C'est quelque chose de particulier parce que comment est-ce qu'on fait pour arrêter son cerveau de réfléchir, tu vois? Moi, je ne savais pas comment on fait. Mm. Donc, ça continuait tout le temps. Je me parlais tout le temps. J'entendais des autres qui parlaient tout le temps. Donc, en réalité, c'était une solitude qui était aussi une illusion parce que j'étais rempli des autres et j'étais surtout rempli de mon passé, tu vois, et d'un passé sur lequel je n'avais plus du tout de prise parce que je ne pouvais pas téléphoner à quelqu'un pour dire, écoute, je voudrais t'expliquer un truc qui s'est passé. C'était impossible parce que je n'avais pas de moyens de communication. Donc j'étais vraiment complètement seul. Et je me souviens qu'un des premiers trucs euh, qui m'a frappé, c'est que quand je regardais les oiseaux et, et les arbres, etc., je me suis dit, je me souviens que je leur ai dit, mais en fait, vous vous foutez complètement de ce qui m'arrive. Mm. Vous, les oiseaux, là, vous êtes en train de passer, vous allez picorer, vous allez boire un petit coup dans le lac. Mais ce qui m'arrive à moi, vous vous en balancez complètement, là. Et ça m'a scandalisé, tu vois. Mais en fait, c'était après le tout début de ma remontée. Parce qu'il y a un moment donné, je crois que le fait de m'être dit ça a fait en sorte que je me suis un peu placé de leur point de vue, du point de vue de ceux qui se foutent de ce qui t'arrive, tu vois. Et Mm. ça a déplacé, ça a relativisé un peu, ça a éloigné même un tout petit, même très faiblement, mais tu vois, comme un bateau qui s'éloigne du quai, ça a éloigné un peu le fait que je sois enfermé dans mon problème et j'ai pu peu à peu adopter un autre point de vue. Et à partir de ce moment-là, la nature m'a considérablement aidé parce que l'autre élément qui est arrivé assez rapidement, c'est que je me suis dit, mais en fait, moi j'ai l'impression que je suis tout seul ici parce qu'il n'y a aucun humain à des centaines de kilomètres, mais je ne suis pas du tout seul. Il y a Mm. plein d'animaux, il y a plein d'animaux qui me voient, d'oiseaux qui survolent, il y a des souris, enfin, il y a de tout. Donc c'est complètement faux. C'est encore une illusion de croire que je suis seul, tu vois. Et peu à peu, je ne dis pas que toutes mes illusions ont été balayées, mais un très grand nombre d'illusions que je transportais, comme nous transportons tous depuis très longtemps, sont tombées les unes après les autres. Et au fond, c'est ça que je cherchais depuis l'enfance, quand je te parlais de la Mm. vérité. C'est Mm. ça que je cherchais. Je voulais toucher cette vérité de moi, mais en même temps avoir l'impression de toucher la vérité du monde, qui est une vérité qui n'est pas tactile, mais qu'on ressent quand même à un moment donné. Mm. Ouais. C'est, en fait, c'est puissant ce que tu partages. Et je sais, moi, ça me fait vivre une émotion. Je m'excuse, je suis presque sans mots. Hmm. Ben, c'est Ouais. Ouais, c'est comme si tu avais vécu je sais pas, une forme de retour à la maison, puis cette réalisation il y a tellement plus grand que oui, nous-mêmes aussi. Il y a tellement plus, oui, euh, ouais, ouais, et puis que tout n'est pas visible en fait. ah ben non, Que tout n'est pas ça c'est visible. sûr. Ouais, ouais. Tu sais, il y avait une vieille phrase latine des moines qui disait
du visible à l'invisible. C'est-à-dire, c'est en regardant le visible, comme les herbes, les arbres, etc., que peu à peu on commence à voir l'invisible. C'est une vieille phrase des mystiques chrétiens qu'on retrouve d'ailleurs dans plein d'autres types de spiritualité. Mais sans entrer, si tu veux, dans la question de la spiritualité, c'est le fait de se voir soi-même et d'arriver à la conclusion, parce que je crois que je dois dire qu'à mon avis, j'étais quelqu'un de prétentieux dans ma jeunesse. D'ailleurs, il y a des gens qui me l'ont dit, tu sais, des gens que j'ai revus beaucoup plus tard, qui me disent, ah, toi, quand tu étais jeune, tu étais tellement prétentieux. Je pense qu'ils avaient raison. J'étais quelqu'un de prétentieux. Et donc, si tu veux arriver à un moment donné de sa vie où on est forcé de constater, je ne suis que ça. Mm. Tu vois. Quand quelqu'un dit ça de lui, mais pas dans un sens dépressif, tu vois, pas en disant je ne suis qu'une merde, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. C'est je ne suis que ça, c'est-à-dire en fait, si je me vois moi, ben, il y a toute une série peut-être de personnages que j'aurais pu être ou qui sont un peu moi, mais qui sont en fait un peu plus grands que moi, un peu plus intelligents que moi, un peu plus généreux que moi, mais tous ces personnages-là, c'est pas moi. Moi, je ne suis que ça. Ça fait un bien énorme. C'est très dur parce que, évidemment, ça ferme plein de trucs. Mais quand personne ne te regarde, qu'est-ce que ça peut faire de dire ça? Tu vois. Mm. La personne qui t'entend, en tout cas, aucun humain ne t'entend. Donc tu dis, ben voilà, je ne suis que ça. Et il y a un énorme fardeau qui descend, qui tombe de tes épaules. C'est pourquoi j'en suis moi arrivé à la conclusion, en ce qui me concerne encore une fois, parce que je ne veux pas imposer ça aux gens, mais que le développement personnel, il faut arrêter avec ça. Parce que le développement personnel, il est basé sur le fait de devenir plus, d'avoir plus, de Mm. comprendre plus, etc. Et qu'en fait, la vraie voie, pour moi, hein, la vraie voie a été tout à fait l'inverse, c'est le dépouillement personnel. C'est qu'il faut se dépouiller de toutes ces peaux qu'on a mises sur soi, que nous-mêmes avons mises sur nous-mêmes, pour nous faire croire que nous étions plus que ce que nous étions, et qui nous empêchent de nous voir dans la beauté de notre nudité, qui est puissante. Tu vois, parce que cet être-là, à l'intérieur de nous, il est un être puissant. Mais il faut qu'on l'aide à se révéler. Et si on est tout le temps en train de dire qu'on veut le transformer, on veut être autre chose, etc., on lui permet jamais de se révéler. Et alors, pour des raisons de développement personnel, on est en train d'éteindre peu à peu la flamme qui fait de nous quelqu'un de tout à fait unique. Ouais, on s'ajoute des étiquettes, puis des Oui, couches d'oignons au lieu de les enlever. Ouais. oui. Et l'amour, tu vois, parce que l'amour humain, donc l'amour du couple, euh, n'aide pas. Parce qu'évidemment, quand tu te trouves dans un couple, bien souvent, tu t'arranges pour correspondre à l'image que l'autre a envie d'avoir de toi. Et donc là encore, tu te transformes et l'autre aussi se transforme. Et cette transformation s'accumule, s'accumule, s'accumule. Et à la fin, tu es passé à côté de ta vie. Donc, je pense qu'un moment de solitude, bon, comme moi j'ai vécu, je pense que c'est trop. Parce que, comme je dis, moi je ne recommande pas ça, mais en tout cas, des moments de retrait de soi-même sont très importants. Et d'ailleurs, le logo de l'université dans la nature, c'est un hexagramme du Viking qui symbolise leur retrait stratégique. C'est-à-dire, je sors à un moment donné de mon quotidien et je vais y revenir, mais à un moment donné, je fais un pas de côté et je vais examiner les choses. Je pense que c'est très important. Et les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire ça, je pense que le fait de dire qu'ils n'ont pas le temps est une preuve de l'agitation de leur esprit. Parce que généralement, quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on a l'esprit très agité et donc de la nécessité d'aller trouver un endroit pour le calmer. Ouais, parce que toi, c'est dans cette solitude-là que tu as réalisé au final que tu n'étais pas seule. Alors que tu as réalisé qui tu étais d'une certaine manière sans ces Oui, couches et que tu as réalisé oui, que tu n'étais pas seule. Donc, quelque chose de absolument. paradoxal dans, 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 dans ce que tu Oui, dis, en oui, fait. Finalement, cette solitude n'en était pas une. Et c'est la façon dont on perçoit le terme solitude aussi. Parce que, tu sais, au départ, oui, la solitude, tu l'as vécue comme
le déversement de toute ton histoire, de tous tes démons, de tout ce que tu vivais en toi, mais finalement, qu'est-ce que la solitude au final? Est-ce que c'est être vraiment seul comme on pense que c'est? Ou c'est ce retour finalement à soi, ce réel retour à soi? Mais tu sais, ce que tu dis, quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est qu'il y a une agitation intérieure, ça oui. Et justement, il y a encore plus grand que ça, puis on peut l'explorer ou non, mais il y a toute l'agitation qui est créée autour de nous et qui nous fait croire aussi, qui nous vend aussi cette illusion qu'on n'a plus le temps de s'arrêter. C'est notre rapport au temps, notre expérience du temps, ben, elle est totalement aliénée au final. Absolument. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui me demandait comment je pense. Et j'ai répondu ceci, et après je me suis dit, c'est une bonne réponse. Je lui ai dit, moi j'essaye d'abord de savoir comment pense mon époque. Et Mm. si je pense comme mon époque, je conclus que ce n'est pas moi qui pense alors. Ouais. Tu vois? En fait, je ne fais que répéter ce que mon époque dit. Euh, Même chose pour mon milieu. Bon, moi j'ai complètement changé de milieu social, mais je vois beaucoup de gens qui pensent comme leur milieu. C'est-à-dire que euh, tu sais d'avance ce qu'ils vont dire. C'est pour ça que c'est très très ennuyeux d'écouter la plupart des gens. Parce qu'en fait, ils font que répéter ce que tu as déjà entendu mille fois, qui se dit dans leur milieu, que ce soit dans leurs valeurs, dans leurs croyances, dans leurs espoirs, dans leur plan de vie, etc. C'est tout le temps la même chose selon le type de milieu. Donc, il faut retrouver sa liberté individuelle de penser. Et donc se dire, ben, si je pense comme mon époque, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui disait, dans une pièce où tout le monde pense pareil, il y a forcément quelqu'un qui ne pense pas. C'est exact, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc cette agitation dont tu parles, si tu veux, pour moi, c'est évident que c'est une agitation organisée, hein. Elle est organisée parce qu'elle a beaucoup elle procure beaucoup de bénéfices à ceux qui l'organisent, hein. Mais donc, si moi je suis agité, c'est parce que je suis dans un environnement qui est agité et qui m'influence, et donc c'est moi qui ai un problème, parce que je ne me sépare pas de mon environnement, je suis absorbé par mon environnement. Donc, il faut que je mette mon environnement à distance. Moi, je crois que c'est très important, ça, de dire je ne suis pas le produit de mon environnement. Non, il y a des choses, évidemment, qui en moi sont le produit de mon environnement, mais j'ai aussi mon individualité. Qu'est-ce qu'elle pense, cette individualité? Qu'est-ce qu'elle ressent? Tu sais, j'ai beaucoup enseigné à des artistes et je leur disais toujours, quand vous êtes dans des négociations et que, il y a quelque chose, on vous fait une proposition que vous n'acceptez pas, mais vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas le niveau intellectuel peut-être des gens qui vous la font, vous n'avez pas d'argument pour répondre. Répondez, je ne le sens pas. Parce que quand vous avez dit, écoutez, je ne sens pas cette situation, je ne sens pas cette réunion, je ne sens pas ce que vous êtes en train de me proposer, personne ne peut rien dire. Et donc, si tu veux, je leur disais aussi, arrêtez de me parler de ce que vous pensez, parce que la plupart du temps, c'est pas vous qui pensez ça, mais qu'est-ce que vous sentez? C'est ça qui m'intéresse, tu vois. Et dans les conversations, dans les rapports avec les gens, c'est ça qu'il faudrait faire. Ce n'est évidemment pas détruire la pensée, mais comme je viens de dire, la pensée, généralement, c'est juste une pensée collective, mais commencer par dire, moi, ce que je sens, c'est ça. Individuellement, ce que je ressens, c'est ça. On ne peut pas juger. Quand on sort avec quelqu'un qui dit j'ai froid, on ne va pas lui dire t'es stupide. Oui, Parce on que peut lui proclamer qu'il ça n'a pas marche pas. froid. Mm. Oui, on ne va pas le dire qu'il n'a pas froid. On va dire, ah bon, qu'est-ce que je peux faire? Donc il faut d'abord parler de ce qu'on sent et après, il faut parler de ce qu'on pense, mais il faut savoir ce qu'on pense. Et pour ça, il faut se mettre à distance avec ce qu'on pense. Et beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils pensent. Et la solitude permet de savoir à quoi on pense. Je pense que c'est d'ailleurs le philosophe Alain qui avait dit ça. Dans un moment de solitude, on sait enfin à quoi on pense. Sinon, on est traversé par plein de pensées qui sont les pensées des autres, et on peut passer une vie entière à Mm. engranger, puis à transférer les pensées des autres sur toute une série de sujets. Et en fait, il n'y en a jamais un seul qu'on a approfondi à fond. C'est quand même terrible. L'autre aspect, si tu veux, c'est que la solitude, en tout cas telle que je l'ai vécue, elle permet de comprendre la différence entre penser et réfléchir. Pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. D'abord parce que étymologiquement, penser, ça vient du latin peser. Et ce qui signifie que penser, c'est calculer. Donc quand on parle de l'intelligence artificielle, en fait,
c'est une intelligence qui calcule exactement comme la nôtre quand on pense, hein. Elle pèse. Réfléchir, c'est autre chose, parce que réfléchir, c'est se voir dedans, comme la lumière est réfléchie dans le Mhm. lac. Et donc, si tu veux, quand je réfléchis à moi, ça ne veut pas dire que je pense à moi. Je réfléchis à moi, ça veut dire je me vois dans tel type de situation, dans mon bureau, dans mon couple, dans toute une série de choses, et je m'aperçois, en fait, que je n'ai rien à faire là, par exemple. Ça, c'est réfléchir. Penser à mon travail, c'est dire, bon, qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je vais y arriver, etc. Donc, ce sont des choses qui sont complètement différentes, et personne n'apprend à réfléchir. On nous apprend un peu, mais de moins en moins à penser, mais pas à réfléchir. Or, c'est très important parce que, évidemment, on n'a qu'une vie, c'est notre vie intérieure. Et c'est important de pouvoir, et l'image de la nature est intéressante pour ça justement, parce que tu vas près d'un étang ou d'un lac, tu te vois dedans, ben, il suffit de faire un tout petit effort pour dire, ben, maintenant je vais me voir dans ma vie. Mhm. D'ailleurs, les recherches qui ont été faites en neurosciences démontrent que quand quelqu'un, par exemple, à Montréal, est dans son appartement et il n'a plus de pain, mais il y a une tempête de neige dehors, et il se dit, est-ce que je reste bien au chaud sans manger, ou est-ce que je sors chercher du pain, en fait, ce que va faire son cerveau, c'est qu'il va se faire des images mentales de lui-même. Il va se faire l'image mentale de je suis à la maison et l'image mentale de je vais chercher du pain. Et il y a un moment dans les scénarios que le cerveau fait à toute allure, il y a un moment qui ressemble à une douleur, à un événement désagréable au niveau de sa représentation, et c'est ce qui fait que l'individu va décider de faire l'un ou de faire l'autre. Donc Mhm. c'est bien parce qu'il réfléchit beaucoup plus que parce qu'il pense. Ah ouais. Puis au travers, ces histoires-là qui viennent se raconter, finalement. Et Oui, qui vient tourner son sens vers ce qui fait le plus de sens. Ou parfois le voilà. contraire, vers ce que la société démontre comme faisant le plus de sens. Mais là, Voilà. Et dans ce cas-là, il ne réfléchit pas, tu vois, parce qu'en fait, c'est la société qui réfléchit à sa place. tout à fait. D'où l'importance de se demander aussi parfois quand on a des certitudes, mais pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense en ce moment? Qu'est-ce qui fait qu'on Oui, pense ce qu'on pense? voilà. Et Là, il qu'est-ce faut qui qu'on tourne fait vers que je réfléchir. pourrais avoir tort? Ouais, ouais. Tu vois? Comment est-ce que je pourrais me prouver que j'ai tort? Parce que, regarde, si moi je reprends ma vie, je me suis dit à un moment donné, mais en fait, moi, si je suis où je suis, dans la situation dans laquelle je suis, c'est que j'ai eu tort. C'est qu'il y a eu un bug quelque part. Et le bug, il provenait de ma façon de penser. Et je me suis aperçu de ça en faisant du bricolage, parce que moi je suis nul en bricolage. Tu vois, en tout cas, j'étais nul en bricolage. Et donc, quand je voulais faire un truc de bricolage simple, j'avais mon plan dans ma tête, c'était super simple. Mais dès que je commençais à me retrouver avec un marteau, des clous et compagnie, ça marchait plus. Hmm. Donc, ma pensée était confrontée à la matière et la matière disait à ma pensée, tu penses pas bien. Tu Ouais. t'es trompé. Il y a des éléments que tu n'as pas pris en considération. C'est donc la matière qui fait beaucoup évoluer l'esprit. Et si tu veux, quand on déroule ça, on dit, ben, où est-ce que j'ai mal pensé et pourquoi j'ai mal pensé, tu vois. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle La voix du chagrin d'amour, où j'explique beaucoup ce truc-là, en disant, mais en fait, comment est-ce que j'en suis arrivé à me tromper à ce point sur ma relation? Ce n'est pas l'autre qui m'a trompé. C'est Hmm. moi qui me suis complètement trompé. Mais d'où est-ce que ça vient? Et là, j'ai fait un travail vraiment en profondeur sur moi, sur mon passé, sur plein de trucs, pour essayer de comprendre, mais tout seul, tu vois, c'était un peu ça le défi de l'affaire, là, parce que j'étais tout seul à réfléchir, à poser les questions et à répondre à moi-même, et comment est-ce que je pouvais savoir que c'était juste ou pas. Mais bref, penser juste, c'est fondamental, en fait, d'apprendre à penser juste. Oui, puis c'est aussi, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Tu as beaucoup parlé de philosophie, mais la philosophie est aussi un entraînement de la pensée. Puis il y a notamment le mouvement de Frédéric Lenoir qui essaie qui a essayé ici, en tout cas, de ramener le dialogue philosophique dans, dans, dans les modes d'enseignement, d'éducation aux enfants, puis d'ailleurs, Ouais. l'éducation qui n'existe plus aujourd'hui, qui a fermé il y a quelques mois. Mais Mhm. cette posture-là, justement, de douter, de se confronter à nos perceptions, aux histoires qu'on se raconte, ben, c'est un peu aussi ce que la philosophie nous enseigne d'une certaine manière, à non pas à penser, mais à réfléchir. En tout cas,
dans ce que tu partages, c'est un petit peu l'idée l'idée qui monte de qu'est-ce qu'on doit ramener justement dans nos manières de transmettre dès la petite enfance, qu'est-ce qu'on peut apporter au-delà de toutes ces technologies qui vont sauver le monde, supposément, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus profond pour aller cultiver justement ce doute qui est sain en chacun de nous et ces questionnements-là réflexifs aussi. Oui, absolument. La philosophie, tu vois, moi, je viens vraiment d'un milieu de philosophes et je me suis beaucoup intéressé à la philosophie pendant longtemps, mais je crois que, si tu veux, la philosophie s'est dévoyée. Il y a d'ailleurs un philosophe français qui a très bien expliqué ça, qui s'appelle Pierre Hadot, Hadot, qui Mhm. montre à quel point la philosophie antique, dont on nous rabat les oreilles depuis toujours, parce que moi, en tout cas, Platon, Aristote et compagnie, il y a quelqu'un qui a écrit que toute la philosophie occidentale n'est qu'une série de notes en bas de page en dessous de Platon. Donc effectivement, on nous rabat les oreilles avec ça depuis toujours. Et ce qui est d'ailleurs très curieux, c'est qu'on ne nous apprend que la philosophie occidentale, mais rien de la philosophie orientale, rien de la philosophie africaine, rien de la philosophie autochtone. Donc ce que nous appelons la philosophie, c'est juste un moment très parcellaire de l'histoire de la pensée de l'espèce humaine, qui est beaucoup plus riche que ça. Oui. Mais Pierre Hadot, il explique justement comment la philosophie antique, au départ, était une philosophie pour développer la sagesse. Et puis, très rapidement, est devenue une philosophie très intellectualiste, qui n'a plus du tout la sagesse en point de mire. Or, le problème, c'est que traditionnellement, les sociétés étaient quand même gouvernées par des gens plus sages que les autres, notamment parce qu'ils étaient plus âgés, hein. Comme disait Alain, la sagesse vient avec la fatigue. Donc, généralement, les plus âgés, les plus anciens ont quand même une vision plus sage de la société. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Bon, ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. Et donc, la sagesse est vraiment en péril. La sagesse est vraiment en péril. Et ce qui est très intéressant avec la sagesse, c'est qu'elle n'a pas d'histoire. Quelqu'un qui est sage aujourd'hui, un sage d'aujourd'hui, n'est pas plus sage qu'un sage d'il y a 2000 ans, hein. Il n'y a pas d'évolution dans la sagesse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, moi, je suis beaucoup plus intéressé par la sagesse que par la philosophie qui, qui se retrouve avec... Moi, je voyais à propos de la nature une question l'autre jour posée par un soi-disant philosophe, c'est la nature est-elle belle objectivement? Ça, c'est typiquement le type de sujet qu'on va donner au bac en France à des enfants, hein, parce que bon, ils sont quand même très jeunes, qui vont Oui. devoir simplement répéter des citations qu'ils ont lues, etc. Et c'est une phrase à laquelle moi j'ai envie de répondre, la philosophie sert-elle à quelque chose? Parce que qui voit la nature objectivement? Quel est l'intérêt de cette question? Nous ne la voyons pas objectivement, les animaux ne la voient pas objectivement, personne ne voit la nature objectivement. Alors à quoi sert de se poser cette question, sinon pour faire étalage de sa culture et de pouvoir citer des tas de gens à droite et à gauche? Parce que tu sais, énormément de gens qui se prétendent des philosophes, à commencer, enfin je ne vais pas citer de nom, mais énormément de gens qui se prétendent des philosophes ne sont en fait que des historiens de la philosophie. Ils vont te dire Nietzsche a dit ceci, Kant a dit ceci, Heidegger a dit cela, mais ok, d'accord, mais vous, qu'est-ce que vous dites? En fait, ils ne font que transmettre ce qu'ont dit les autres. Oui, ils viennent Et ça, moi, ça ne vulgariser en m'intéresse fait pas les du choses. tout. Oui, Ouais, ouais, ouais. oui. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je m'en fous, moi, de ce que les autres ont pensé. Je peux aller le découvrir moi-même, tu vois. Mais la question de la sagesse, c'est-à-dire, comment fait-on la paix en soi? C'est ça la grande question de la sagesse. Comment est-ce qu'on fait la paix en soi? Une vraie paix. Pas une paix par la conquête des armes, hein, où on a complètement écrasé une partie de soi. Non, non, une vraie paix. Comment est-ce qu'on fait la paix en soi? Et ça, c'est la question à laquelle tout être humain est confronté. Et tant qu'il n'est pas en paix, il y aura la guerre. Ça, c'est évident. Ça. Il y aura des conflits, il y aura plein de trucs. Donc, comment faire pour trouver la paix? Et il y a beaucoup de sages qui ont donné des réponses, mais c'est un chemin qui est très individuel qui, à mon avis, doit être accompagné. Je pense que c'est très important d'avoir un accompagnement quand on est dans cette voie-là, mais c'est une voie que très peu de gens prennent parce que beaucoup préfèrent briller intellectuellement en citant des tas de noms que personne ne connaît et qui ne font, tu sais, qui font pas avancer les choses. Il y avait un grand philosophe justement qui s'appelait George Steiner. Il était prof à Oxford et un jour il a arrêté de donner cours
Parce qu'il s'est rendu compte, c'est sa phrase, il a dit, je me suis rendu compte que la culture ne rend pas plus humain. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus cultivé qu'il va devenir moins cruel. D'ailleurs, disait-il, les gens qui ont été des gens incroyablement négatifs pour l'espèce humaine chez les Khmers rouges, chez les nazis, enfin dans plein de situations, étaient des gens très cultivés. Donc à quoi sert la culture? Parce Mm. qu'on nous raconte encore aujourd'hui que ça rend plus humain, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est comme de dire le sport unit les gens. Ah oui, ben allez voir des matchs de foot en France, vous allez voir si ça unit les gens. Ça unit des équipes, mais pas les gens, hein. Donc tu vois, là encore, c'est des trucs qu'on nous raconte tout le temps, mais en fait qui sont faux. Qui sont faux. La culture ne rend pas plus humain. La seule chose qui, à mon avis, est très importante, c'est cette paix intérieure. Plus que Ouais. le bonheur même. Mais justement, est-ce que ça serait pas lié, cette paix, avec le bonheur qu'on recherche tant? Est-ce que le bonheur n'est pas cette paix-là, au final, cette Oui, sagesse-là? je crois que oui. Je crois que oui. Le bonheur, pour moi, c'est la plénitude. Tu vois, c'est la plénitude. Ce qui signifie avoir l'impression d'être rempli de paix. Tu vois, ou d'amour, ou enfin, mais c'est ça le bonheur. Ce n'est pas la rigolade. Paul Valéry disait le bonheur, c'est de jouir de la seule faculté d'exister. Mhm. C'est une belle phrase, hein. Il Ouais. n'y a pas de raison au bonheur. Il n'y a pas de raison au bonheur. Cette plénitude qui nous envahit tout à coup, ben souvent elle vient suite à un long travail quand même, un cheminement, mais pas toujours, pas toujours. Mais la plénitude, ça veut dire qu'il faut que quelque chose nous remplisse. Or, si on a le cœur troué, par exemple, on ne peut pas se remplir. Quelqu'un qui n'a pas vécu l'amour, je parle de l'amour entre humains. Quelqu'un qui n'a pas vécu ça, quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'être extrêmement aimé par ses parents, c'est-à-dire aimé totalement, intégralement par sa mère ou par son père. Je pense que c'est une majorité de gens qui n'ont pas eu cette expérience-là, mais qui n'ont pas eu après non plus la chance d'être aimés complètement par un conjoint, par exemple, ou par un enfant. Les gens qui n'ont pas vécu cette expérience de remplissage par l'amour vont toujours le chercher, mais c'est compliqué parce qu'ils ont un trou dans le cœur. Donc, ça remplit jamais, c'est le tombeau de Danite, ça ne le remplit jamais. Donc, à un moment donné, il faut enfin, il faut, moi, je déteste dire ce mot-là, mais Ouais. ils vont se rendre compte que c'est parce qu'en fait, ils font le travail à l'envers, hein. Ce n'est pas chez les autres qu'ils vont devoir le trouver. Mais c'est tout un travail, quoi. C'est tout un travail. Ouais, et puis ça demande de se confronter à sa propre vulnérabilité finalement. Puis ça, c'est énorme, c'est inconfortable aussi. Mais tu sais, Oui, tu parlais de ces moments de plénitude-là. Et, et là, je sais même pas si j'ai tout faux, mais quand tu parles de ça, ça me ramène à ce dont je parlais aussi dans l'introduction. Mais tu parlais d'amour, moi, c'est au contact d'un amour que je n'avais jamais connu avec mon mari actuellement, puis encore plus quand j'ai eu mes enfants, et cet mhm, amour qui nous dépasse, que je me suis retrouvée par moments dans ces états-là de plénitude, presque d'émerveillement finalement, si je parlais d'émerveillement. Ça, c'est quelque chose que la nature nous apporte. Ces moments où oui, justement on regarde le ciel, où on regarde un arbre, où on regarde un oiseau passer, puis le temps je sais pas, le temps se suspend. Il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, on goûte à ces moments-là de paix intérieure, de sagesse au travers ces instants-là du quotidien auxquels on ne prête pas tellement attention. On se dit, ah, waouh, c'était beau, ah, c'était agréable. Mais est-ce que ça serait pas ça, finalement, cette paix, cette plénitude, cette sagesse, est-ce qu'elle se cache pas là? Puis souvent, je me demande si elle se cache pas dans cette essence même de nos enfants qui ont pas été encore modelés, manipulés par tout ce qu'il y a autour, mais à part nous-mêmes, puis là encore. oui. Ouais. D'autant plus que, si tu veux, nous avons été forgés à penser que le lieu de l'amour, c'est le corps, hein, ou l'esprit. Mais que, en tout cas, ça se trouve à l'intérieur de l'humain. Quand, hein, c'est ça que nous pensons aujourd'hui de l'amour. C'est comme l'intelligence, hein. On dit que l'intelligence, ben, elle se trouve dans le corps. Bon, moi, cette affirmation-là, je la remets beaucoup en question. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Moi, je crois que c'est l'inverse. Je crois qu'elle se trouve à l'extérieur du corps et qu'elle pénètre les corps.
Voilà. Donc, il y a des corps qui sont, notamment les corps des enfants, de certains enfants, beaucoup d'enfants, qui sont imprégnés, exactement comme quand ils sortent dehors dans la pluie, ils reviennent mouillés. Mais ce Hmm. n'est pas l'enfant qui est mouillé, c'est qu'il a été mouillé par quelque chose. Alors, si tu veux, pour moi, j'ai beaucoup pensé à cette question de l'intelligence parce que il est évident que la nature est intelligente. Aujourd'hui, les biologistes le disent, enfin, les animaux sont intelligents, les végétaux sont intelligents. Je veux dire, il n'y a plus vraiment de discussion parmi les scientifiques sur cette question, sauf quelques retardataires. Mais au lieu de chercher l'intelligence chez des individualités comme des plantes ou des animaux, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se dire, mais elle vient d'où cette intelligence? Et de dire non, non, en réalité, ce sont des animaux qui sont dans un environnement qui est lui-même intelligent et que donc il les imprègne. Suzanne Simard, là, qui est une botaniste très connue canadienne, qui est une des plus grandes spécialistes du réseau racinaire des arbres, elle dit quand vous marchez sur le sol forestier, si vous analysez les échanges, la façon dont les échanges se font entre le réseau mycorhizien, donc des champignons, et le réseau des racines. Donc, Hmm. si vous analysez la mécanique de ces échanges, mais si en plus vous analysez le contenu chimique de ces échanges, vous allez apprendre que ce sont exactement les mêmes que les échanges entre nos neurones. Ce qui signifie, dit-elle, que quand nous sommes en forêt, nous sommes dans l'intelligence. Nous Hmm. sommes dans l'intelligence. Nous marchons dans l'intelligence. Et en ce qui concerne l'amour, euh, premièrement, il est évident qu'il y a de l'amour chez les animaux aussi, enfin, ça, tout le monde le sait. Alors la question de savoir s'il y en a chez les végétaux, c'est une sorte de question taboue parce que les botanistes en sont encore à dire que la plupart des végétaux n'ont pas de conscience. Mais est-ce que la nature nous aime? Je veux dire, est-ce que quand nous entrons dans une forêt, est-ce que la forêt aime l'humain? Aujourd'hui, quand tu poses cette question, qui est un petit peu une question bizarre, mais si tu poses cette question à la majorité des gens, ils vont te répondre non. La forêt n'aime pas les humains, la nature n'aime pas les humains parce que l'humain l'a détruit. Hmm. Et aujourd'hui, c'est ça la pensée commune. C'est que, et avec des enfants, par exemple, quand tu demandes à des enfants, moi je l'ai fait plein de fois dans différents pays du monde, est-ce que vous, en tant qu'être humain, vous pensez, en tant qu'enfant, vous pensez que vous faites partie de la nature? Eh bien, la plupart des réponses, c'est non. Et tu dis pourquoi? Parce que l'espèce humaine détruit la nature. Donc ils font le lien, puisque l'humain détruit la nature, alors il ne fait pas partie de la nature. C'est une drôle Hmm. de façon de penser, parce qu'on pourrait dire, oui, mais une vache, elle détruit l'herbe, c'est pas pour ça qu'elle ne fait pas partie de la nature. Mais si tu veux, Ben oui, si parce que on pourquoi prend, on détruirait ce dont on fait partie? ben oui, il y a beaucoup d'animaux qui détruisent la nature, hein, je veux dire, qui détruisent des végétaux. Ça fait partie des échanges qu'il y a toujours. Donc dire parce qu'on détruit, alors on n'en fait pas partie, non. Mais ils sont manipulés, je veux dire, ces enfants qui sont manipulés par des documentaires, par les enseignants, etc., qui ne pensent pas personnellement, qui répètent les pensées qu'on leur a données. D'où l'importance des enseignants quand on parle de la nature. C'est tellement important que les enseignants aient une parole quand même juste. Mais donc, pour revenir à l'intelligence, pour moi, il est évident que l'intelligence, elle est extérieure et intérieure. Mais d'ailleurs, tu sais que les Inuits, c'est ce que les Inuits traditionnellement pensaient. Les Inuits avaient un concept qui s'appelle Sila, Ouais. qu'ils ont encore pour certains d'entre eux. Sila, en fait, c'est l'intelligence cosmique. Et les Inuits pensaient, et parfois pensent encore, que dès que l'enfant respire sa première bouffée d'air, il Mhm. inspire Sila à l'intérieur de lui. Et donc, cette intelligence cosmique devient son intelligence à lui. Ah, wow. Donc moi, c'est pas une théorie que je raconte qui n'a jamais été partagée par tout le monde. C'est vraiment ce que pensent les Inuits, tu vois. Et moi, Mm. j'en suis arrivé exactement à la même conclusion. Ça, c'est pour l'intelligence. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui est intelligent et nous en bénéficions. Et qui est évidemment beaucoup plus intelligent que nous, hein. Il y a peut-être même des espèces, il y a sans doute des espèces beaucoup plus intelligentes que l'humain. Mais en ce qui concerne l'amour, est-ce que l'amour lui aussi est extérieur à nous? Moi, euh, c'est ce que je crois, premièrement. Et deuxièmement, j'invite les gens à faire l'hypothèse que ce soit vrai. Pas à le croire, c'est ils croient ce qu'ils veulent, mais de dire, au fond, quand je vais quelque part, par exemple que je vais dans une forêt, Mm. si je m'imaginais que j'entre dans l'amour, qu'est-ce que ça me ferait?
Et je pense que c'est une expérience très intéressante. Ouais, ouais. D'aller finalement m'adopter peut-être une autre posture, un autre regard par rapport à ce que c'est l'amour, puis par rapport à ce que le vivant autour va nous faire ressentir dans cette autre posture. C'est intéressant. Oui, oui. D'autant plus que, si tu veux, la conception que nous avons, nous, occidentaux, des animaux, par exemple, euh, c'est une conception qui n'est pas du tout partagée par plein d'autres peuples. Moi, j'ai beaucoup étudié les cris du nord du Québec. Dans la croyance cri du nord du Québec, l'idée de base par rapport au caribou, par exemple, qui est un animal très important. Bon, on sait que le caribou des bois est un très très grand danger au Québec, mais ce caribou était très important pour dans la culture et dans le quotidien. L'idée, c'était de dire que le caribou avait besoin d'être tué par l'homme et que dans l'esprit du caribou, le fait d'être tué par l'homme, c'était comme le plaisir, ça correspondait, si tu veux, au plaisir qu'a l'homme ou la femme dans une relation sexuelle. C'était de cette nature-là. Tu vois Hmm, que ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons. Et ouais. même par rapport à la végétation, si tu regardes la nature, une des choses qui caractérise le plus la nature, c'est sa surabondance. La surabondance de la nature, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu coupes une branche à un arbre, il y a une autre branche qui apparaît. Tu mets de l'asphalte, il suffit qu'il y ait une craque, il y a une fleur qui naît. Il y a Hmm, une force et une puissance extraordinaire de la nature. Donc, c'est très l'idée, humain. quand je coupe une branche, je détruis quelque chose, c'est une idée très humaine. Parce que pour l'arbre, ce n'est pas du tout de la destruction. C'est le renouvellement. Il va renouveler cette espèce de don perpétuel qu'il fait. La nature est dans un don perpétuel. Elle est vraiment dans un don perpétuel. Et à qui est fait ce don, ça c'est la question. Hmm. Et justement, parce que là, dans tout ce que tu partages, t'es venu aller nuancer les mots que je prononçais, tout ça. Puis là, je reviens à une des questions que je t'avais partagées, à laquelle j'ai envie de revenir, mais ce que tu nous fais ressentir en ce moment, c'est à quel point les mots ont tout un poids, qu'ils ont une importance, qu'ils peuvent être des barrières justement entre nous puis notre rapport à ce monde-là. Et je veux revenir sur ce que ça signifie pour toi la nature, parce que c'est comme un peu justement, tu as dit ce que ça signifiait pour toi un peu l'amour, la sagesse, la philosophie, l'intelligence, mais qu'est-ce que c'est la nature? Puis comment est-ce que la perception, la définition a évolué aussi au fil du temps, au fil de justement des cultures que tu as pu rencontrer? Ben, qu'est-ce que c'est? J'arrête de parler. Qu'est-ce que c'est pour toi, la Alors, nature? c'est une vaste question, c'est une très vaste question parce que, alors je vais faire un tout petit historique de la question, puis après je vais te dire ce que moi je pense de la nature. Donc, il y a un poème de Pessoa qui s'appelle La nature n'existe pas. Et dans ce poème, il dit, je me suis promené aujourd'hui, j'ai vu des arbres, j'ai vu des animaux, j'ai vu des oiseaux, mais je me suis rendu compte que la nature n'existe pas. Tout l'arbre existe, l'oiseau existe, l'animal existe, mais pas la nature, parce que la nature est un concept, et ce concept lui-même n'existe pas. Et ce petit poème de Pessoa résume un peu toute l'histoire du mot nature en Mm, Occident. Parce que au départ, le mot nature, au départ, les Grecs, à un moment donné de leur histoire, se sont dit, bon, ça suffit, les explications mythologiques de l'homme, que tout est apparu parce qu'il y a un dieu qui a fait ceci, puis une déesse qui a fait cela. Est-ce qu'on pourrait essayer de comprendre avec notre raison comment ce monde fonctionne? Et ils ont donc inventé un principe qu'ils ont nommé la physis, d'où est venu le mot physique et d'où est venu le mot métaphysique. La physis, c'était exactement la même chose, enfin presque exactement la même chose que le Tao. Hein, c'est drôle, hein, parce qu'ils en sont arrivés à la même conclusion mm, que les taoïstes, c'est qu'il y a une énergie qui fonctionne tout le temps, qu'ils appellent en Chine le Tao, et qu'en Grèce, ils appellent la physis. Donc ça, c'était le tout début en disant, mais finalement, ce qui fait, et la physis, c'est quoi? C'est fondamentalement un principe de mouvement. C'est fondamentalement un principe de mouvement. Ce n'est pas une chose, ce n'est même pas la nature comme nous l'entendons aujourd'hui, c'est un principe de mouvement qui fait en sorte que les choses évoluent pour devenir ce qu'elles sont. mm, Les Romains, après, ont importé le terme physis en latin, c'est devenu natura,
et natura aussi, qui venait du verbe nascor, qui est naître, hein. Donc, c'était la même idée, c'était l'idée de dire, ben voilà, la nature est un principe qui fait en sorte que, en fait, c'est ça qui répond, c'est la réponse à la question pourquoi est-ce que ça pousse? Qu'est-ce qui fait que ces trucs poussent? Les arbres, les fleurs, les cheveux, tout ça, eh bien, c'est physis pour les Grecs ou natura pour les Latins. Mais alors, quand les monothéismes sont arrivés, il y a eu un changement global dans l'histoire de la pensée occidentale, parce que pour les anciens, comme les Grecs, par exemple, la nature était incréée, dans le sens qu'elle avait toujours été là. Hein, la nature avait toujours été là, la Terre avait toujours été là, elle n'avait pas été créée par un dieu. Les monothéismes sont arrivés avec l'idée, au contraire, qu'il y avait quelque chose de supérieur à la nature, qui était Dieu. Et il était supérieur à la nature, puisque c'est lui qui avait créé la nature, et notamment le monde. Et donc, de l'idée grecque et latine de la physis, de ce mouvement perpétuel qui fait grandir les choses, on est arrivé à l'idée que la nature était en fait une fabrication et que l'énergie, c'était Dieu qui l'avait, pas la fabrication elle-même. Et cette idée de nature-objet, de nature plus ou moins inerte, s'est peu à peu installée dans les langues, et notamment dans le français. Et à partir du XVIIe siècle, c'est devenu ce que nous appelons la nature, c'est-à-dire une sorte d'ensemble d'objets. Tu vois, un paysage, etc. Ça, c'est vraiment l'histoire très résumée du mot nature. Et ça explique que dans beaucoup de cultures qui n'ont pas été influencées par les monothéismes, il n'y a pas d'équivalent au mot nature. Donc, par exemple, dans énormément de langues autochtones d'Amérique du Nord, tu n'as aucun mot qui pourrait signifier la même chose que le mot nature. C'est exactement la même chose dans beaucoup de langues africaines, dans beaucoup de langues, enfin bref, dans toutes les cultures qui n'ont pas été imprégnées de cette culture judéo-chrétienne, il n'y a pas de mot pour désigner la nature. Et c'est d'autant plus étonnant que la plupart du temps, ce sont des peuples qui vivaient complètement dans la nature. Les Inuits, j'en parlais à l'instant, n'ont pas un mot qui désigne le mot nature. Donc c'est Mm. vraiment réservé à une petite partie du monde qui est la nôtre. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est la nature? Eh bien, pour moi, c'est extrêmement simple. En fait, c'est une force. Moi, si tu veux, je suis très proche de ce que pensaient les Grecs. C'est une force euh, et, et c'est une force qui est partagée, encore une fois, comme l'intelligence et l'amour, qui est partagée partout. Nous avons en nous la force de la nature, c'est ce qui fait justement pousser nos cheveux, c'est ce qui fait que notre corps est capable de se guérir tout seul de toute une série d'affections dont on ne se rend même pas vraiment compte, mais Mm. parfois on s'en rend compte, comme la fièvre, par exemple. La fièvre, le mécanique de la mécanique de la fièvre, c'est vraiment une mécanique de la nature. Mon corps se guérit lui-même parce que je contiens cette force. C'est la même force qui fait en sorte que un arbre va sécréter différents produits pour se guérir d'une blessure. C'est exactement la même chose. Donc, me, pour moi, aller dans la nature, c'est me reconnecter à cette force qui n'est ni extérieure ni intérieure, mais qui est les deux. C'est ça la nature. Et donc, elle existe aussi bien dans un de mes cheveux que sur un érable de 350 ans. Ouais. C'est exactement la même chose. Ah oui, c'est même plus qu'on fait partie, c'est qu'on est cette force. On est, exactement, on est cette force, tout à fait. Oui. Et là, avec ce que tu Et tu vois, apportes, ouais. c'est Non, très important que les gens se rendent compte de ça, hein, qu'ils ont la force en eux et non pas la faiblesse. mm, Parce on essaie aussi de leur enlever ça, de leur dire vous êtes faible par rapport à toute une série de choses. Non, l'humanité, et tu sais, c'est pour ça que quand j'entends des gens qui me disent que la nature est fragile, je leur dis, mais attendez, est-ce que vous avez déjà réfléchi une seconde à la phrase que vous venez de prononcer? Rien n'est plus fort que la nature. Aucune force ne dépasse la nature. Et la force de la nature dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. La nature n'est pas fragile, ce sont les espèces, certaines espèces qui sont fragiles. Certains végétaux sont fragiles, mais ne dites pas que la nature est fragile, parce que c'est tout à fait l'inverse de la réalité. Tu imagines si on dit à un enfant, la nature est fragile, mais quel poids on lui met sur les épaules. Parce qu'il mm. dit, ah bon, bah alors on va la détruire, et bientôt il n'y aura plus de nature. Et il s'imagine qu'il va se retrouver dans le futur, en plein milieu de,
C'est quelque chose qui ressemblera aux banlieues horribles de Montréal et que ça va être ça le monde. Non, c'est pas vrai. Il faut pas dire ça aux enfants. Il faut dire, tu vois comme la nature est forte. Eh bien, cette force-là, tu l'as en toi aussi. Tu Et as alors, cette force-là en toi. si on est cette force-là, c'est quoi notre rôle? Puis qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants alors sur leur rôle? Tu répondrais quoi? Alors, ah ben oui, si tu veux, là aussi, c'est une grande question parce que les enfants sont actuellement, selon moi, manipulés par le discours ambiant qui dit quoi? Qui dit la nature est fragile et la nature est en danger. La Hmm. nature est en danger. Les gens disent la nature est en danger. Je ne sais pas si tu te rends compte que si la nature disparaissait, par exemple, ça veut dire forcément que le temps, qui fait partie de la nature, disparaîtrait. Comment peut-on imaginer un monde dans lequel le temps a disparu? Les gens confondent le mot nature avec le mot végétation, par exemple, ou avec le mot espèce. Donc, je crois que c'est très important qu'un enfant se rende compte que la raison pour laquelle il grandit est la même que la raison pour laquelle un arbre grandit, et que donc il partage ça en commun. Et c'est important de lui dire, tu vois, la force de l'arbre, tu as vu comme il est fort, comme il résiste au vent, etc. Ben toi, tu as ça aussi. Ouais. Alors, nous, no- par rapport aux enfants, si tu veux, pour moi, nous, on fait beaucoup à l'université dans la nature d'activités avec des enfants. Ce qu'on veut développer, nous, c'est deux choses d'abord. C'est l'affection et la liberté. L'affection pour la nature, tu vois, c'est l'amour de la nature. Un enfant l'a naturellement. Toutes les études disent que tu sais, généralement, les enfants vont anthropomorphiser la nature jusqu'à 10-11 ans. Après, ils ne vont plus le faire, mais jusqu'à 10-11 ans, ils vont dire, est-ce que l'arbre a froid quand il est en hiver? Est-ce qu'il est triste parce qu'il y a une branche qui est tombée, etc. Oui, Généralement, l'approche qu'il y avait jusqu'ici, c'est de dire qu'il faut reprendre l'enfant et dire, attention, attention, mon enfant, c'est un arbre, pas un humain. Tu vois. Et on faisait ça au nom de la science, en disant il faut apprendre à l'enfant la différence entre les végétaux et les humains. Nous avons une attitude qui est complètement différente parce que nous disons il faut au contraire encourager tout ce qui est connexion avec le monde naturel. Donc si un enfant en bas âge s'identifie à un arbre, il parle des émotions de l'arbre, il faut parler avec l'enfant, pas pour le reprendre, mais pour lui dire, ah oui, qu'est-ce que tu crois qu'il ressent et pourquoi il pense ça et qu'est-ce qui, à ton avis, lui ferait du bien, etc. Parce que tout ça va renforcer le lien entre l'enfant et l'arbre et les liens qui sont créés dans le monde de l'enfance avec la nature ne disparaissent jamais. Ils s'estompent beaucoup à l'adolescence, mais quand après ils deviennent adultes, ils reviennent au point où ils en étaient souvent quand ils étaient enfants. Donc ça, c'est pour l'amour. Et moi, je veux même employer un mot plus simple que l'amour, c'est l'affection. Si tu veux, moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas d'affection pour les animaux, pour les végétaux. Je ne comprends pas des gens qui n'ont pas cette affection, cette envie d'être bon pour eux, de les aider, de les soigner, de prendre soin d'eux. Un enfant, il a ça complètement naturellement. Bah, les autochtones ont ça complètement naturellement. Dans les cultures autochtones de tous les pays du monde, si tu prends quelque chose à un arbre, tu dois lui donner quelque chose. Hein, parce que ça fait partie de l'échange. Et ils ont constaté un truc très évident quand on vit dans la nature, c'est que tout n'est qu'un échange. Et d'ailleurs, la vie sans échange est impossible. La respiration, c'est l'échange. Donc oui, tout est. l'échange est la condition de la vie. Mais il faut arrêter de prendre, 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 et il faut arrêter aussi de donner, donner, donner. Il faut faire les deux. Tu vois. Mais Oui, donc développer l'affection, c'est très, très important. Et donc laisser l'enfant aller dans tout ce qui est l'anthropomorphisme. Je parle, tu sais, dans une expérience qu'on a fait au Luxembourg, on a demandé à des enfants d'écrire une lettre à des arbres. C'était incroyable ce qu'on a reçu comme lettre, tu vois. mhm. Ils écrivaient une arme en parlant vraiment comme s'ils parlaient à une personne. Il y a eu des expériences aux États-Unis où on demandait de texter à des arbres. Et plein de gens textaient à un arbre, mais l'arbre répondait parce qu'on avait demandé à des chercheurs de répondre. Et il y Oui, avait des conversations passionnantes entre les deux. Tu vois. Donc il faut revenir à cette question et quitter définitivement le monde de l'objectivation de la nature, c'est-à-dire un arbre n'est qu'un objet. Non, tous les éléments de la nature, parce que justement ils sont animés de cette même énergie, de cette intelligence, sont des sujets. Et donc quand je me promène en forêt, je ne me promène pas au milieu d'objets, je me promène au milieu de sujets et je peux entrer en relation avec eux. Maintenant, quel type de relation? C'est comme les gens le veulent, tu vois, mais au moins une relation. Ça, c'est pour l'affection. L'autre, c'est pour la liberté. Si on commence, comme on le fait aujourd'hui tout le temps,
Dès qu'un enfant est dans la nature, à lui expliquer que cette nature est en danger, qu'il y a une perte de la biodiversité, que les sols s'appauvrissent, que la pollution augmente, etc., etc., on tue la liberté de l'enfant. On Ouais. tue la liberté de l'enfant parce qu'on l'empêche de profiter du monde naturel. Donc, il ne faut lui parler de rien de tous ces trucs et le laisser gambader tant qu'il veut, faire exactement ce qu'il a envie de faire dans la nature, se rouler par terre, manger de la terre, grimper aux arbres. Ça, je te le dis moi, mais toute la recherche le dit aujourd'hui. Mhm. L'Association pédiatrique canadienne vient de dire que la meilleure façon, après des années où ils disaient le contraire, mais ils viennent de déclarer que la meilleure façon d'éviter les accidents chez les enfants, c'est de les habituer au risque. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais. Et en fait, il y a tellement, ça fait réaliser ma propre posture envers mes enfants parce que on passe beaucoup de temps à l'extérieur. Ils ont ce contact-là, ils ont ces questions-là de ah, est-ce que la fleur a eu mal? Et Oui, c'est vrai que le réflexe, c'est de dire qu'il faut protéger, que attention, ceci détruit, ceci ne détruit oui, pas. Et au lieu, ce que tu dis en fait, c'est qu'au lieu de leur faire prendre conscience des choses puis de leur pouvoir d'agir, ben, on brise le lien dans le fond, puis on brise leur liberté d'agir. Alors oui. ça, Et puis, ouais, ça vient exactement. Et ébranler mes certitudes. comment? J'ai pas entendu. Ça vient ébranler mes certitudes en ce moment parce que du coup, je me dis, bah oui, moi qui pensais avoir une posture qui met en lien avec tout ce qui est vivant autour, ben, c'est peut-être pas ça que je fais. C'est intéressant ce que tu Ouais. apportes. Oui, parce que si tu veux l'enfant, quand tu regardes des vidéos de jeunes bébés, de très jeunes bébés avec des animaux, par exemple, il y a, c'est ce que Wilson justement appelait la biophilie, il y a une attirance innée vers le vivant de la Mm. part des bébés. On n'a pas besoin de leur dire ah, regarde comme il est beau, etc. Le bébé moi je rêve d'emmener des bébés en forêt, hein. Je rêve d'emmener des bébés en forêt avec leur maman, bien entendu, mais de les laisser libres en forêt et de voir ce qu'ils vont faire, tu vois. Parce qu'ils sont attirés par tout ce qui est petit comme eux. Tu vois, ils sont émerveillés par un ver de terre, par une fourmi, par plein de trucs. Mais tu as tout le temps derrière certaines mères qui lui disent attention, on va se faire dévorer par l'araignée. Il y a un ver qui va rentrer dans son nez. Des fantasmes. Il y a des perce-oreilles qui vont percer ses oreilles. Il y a des chauves-souris qui vont s'accrocher dans ses cheveux. Tout ça, c'est faux, hein. Ça Mm. n'existe pas. Mais toutes ces craintes font un barrage. Et un barrage au mouvement spontané de l'enfant vers le vivant. Et je te dirais même qu'il y a une expérience canadienne qui a été faite que j'ai trouvée tellement émouvante et qui montre à quel point nous faisons partie de la nature, nous les humains. C'est que, je ne sais pas si tu as déjà entendu un faon, tu sais, les cerfs de Virginie qu'on voit ici au Québec Ouais. laissent souvent leurs enfants seuls parce que les jeunes ne dégagent pas d'odeur. Donc en fait, quand le faon est tout seul quelque part, il ne risque rien. S'il est Mm. avec la mer, il y a des prédateurs qui vont être attirés par la mer, par l'odeur de la mer, et qui risquent de dévorer l'enfant. Donc les mères laissent souvent les enfants seuls. Et à ce moment-là, ils pleurent souvent. Et quand ils pleurent, tu croirais entendre un bébé. Mais moi, très souvent, ça m'est arrivé. Au début, je ne savais pas ce que c'était. J'entendais ça, puis un peu j'ai approché. J'ai découvert que non, c'était pas un bébé, c'était un enfant. Mais il criait, il pleurait comme un enfant. Et donc, il y a une chercheuse canadienne qui s'est posé la question de savoir est-ce que un cerf de Virginie, mais en réalité un cervidé, peu importe de quelle espèce, est sensible aux cris de détresse des autres espèces. Donc, elle a commencé par diffuser dans des enceintes acoustiques des tas de cris de détresse. Elle s'est rendue compte que oui, quand il y avait ces cris, les animaux venaient pour voir de quoi il s'agissait. Et à un moment donné, elle a diffusé des pleurs de bébés. Eh bien, les cerfs sont venus voir s'ils pouvaient aider. Mm. Tu vois, c'est extraordinaire, ça. Ah oui, oui. Ouais. Donc, cette attirance que nous avons pour les animaux, ils l'ont par rapport à nous parce que nous faisons partie de la même famille. Tu vois, très souvent, moi, je vois des mésanges. euh, et écoute, moi, je suis en train d'être dans les bois. Il y a une mésange qui arrive, elle vient regarder ce que je fais parce qu'elle a envie de savoir ce que je fais. Et d'ailleurs, on a découvert le gène de la curiosité chez les mésanges. J'ai vu des colibris, j'ai souvent vu des colibris parce que je les nourris évidemment. Et j'ai souvent vu des colibris venir voler devant moi
comme pour me dire, Hubert, c'est bien tes trucs là, mais tu devrais venir remplir notre billet parce qu'il n'y a plus rien. Et quand j'y retourne, effectivement, il n'y a plus rien. Donc il y a une communication que nous avons complètement oblitérée de notre conscience. Et ça veut dire que quand nous nous promenons aujourd'hui en forêt, et c'est ce que j'essaie toujours de faire comprendre aux gens, je leur dis toujours, ne croyez pas que vous êtes en train de vous promener en nature parce que vous êtes en train de vous promener en culture. Mhm. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, c'est votre culture qui vous dit que ça existe. Et tout ce que vous ne voyez pas, vous ne le voyez pas parce que votre culture vous dit que ça n'existe pas. Mais tout ça est peut-être une grande illusion. Peut-être qu'il y a beaucoup plus à voir que ce que vous voyez. D'ailleurs, la preuve, c'est que si vous vous promenez avec des gens d'une autre culture, ils vont voir des choses que vous ne voyez pas. Donc, et Et nos nous enfants sommes voient des limités choses par nos qu'on voit sens. pas. Et nos enfants, absolument, parce qu'ils n'ont pas encore ces biais culturels. Donc, c'est les enfants qui devraient être des guides un peu, d'une certaine manière. Ouais, d'une certaine manière, oui. Et justement, comment vous faites, vous, à l'Université de la Nature? Parce que tu sais, tu dis que vous avez des ateliers, des moments avec des enfants, mais comment est-ce qu'on vient justement recréer ce lien? Tu sais, comment ça se passe ou qu'est-ce que vous avez pu vivre, expérimenter, observer quand c'est des adultes qui sont face à ces enseignements, face justement à ce que tu me partages? C'est quoi la réaction? Qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait quelque chose qui se crée ou qui se recrée? C'est encore une Alors, question là. ouais, encore une vaste question. Mais écoute, moi je te dirais que premièrement, le grand problème, c'est les parents. Le grand problème, c'est les parents. Il y a des parents, quand tu emmènes leurs enfants qui sont à l'école, tu les emmènes dans la nature, tu as des parents qui viennent te dire, attendez, ça ne sert à rien, là. Mon enfant, moi, je veux qu'il ait ses diplômes et qu'il réussisse ses études. Je me fous complètement qu'il est dans la nature, ça ne sert à rien. Parce que eux n'y ont jamais été. Mm. Ça, c'est le premier cas. D'autre part, tu peux faire justement demander à des enfants de grimper aux arbres. Et après, tu as les parents qui viennent dire, attendez, vous rendez compte, c'est honteux ce que vous avez fait, si l'enfant était tombé. Mais les enfants ne tombent pas, justement. Tu vois. Mais il y a toutes les peurs des parents qui sont énormes. Tu sais qu'on a calculé que le cercle dans lequel peut se trouver l'enfant quand il se promène en nature avec ses parents, hein, c'est-à-dire est-ce que j'accepte que mon enfant soit très loin ou je veux qu'il soit très proche, dans les 30 dernières années, ce cercle a diminué de 90%. Mm. Donc aujourd'hui, la majorité des parents qui vont avec leurs enfants dans la nature exigent que l'enfant soit tout près. Soit tout près. Si le parent perd le contact visuel avec l'enfant, c'est la catastrophe. Ben Voilà. oui. Parce qu'il est sûr que l'enfant va se perdre, que l'enfant va se faire enlever, etc. Et tout ça, c'est du fantasme. Hein. Parce que les deux grandes causes d'accidents au Canada, par exemple, mais c'est la même chose dans la plupart des pays occidentaux, les deux grandes causes d'accidents physiques pour les enfants, d'un point de vue statistique, c'est un, les accidents de voiture, mais c'est quand l'enfant est à l'intérieur, et deux, le sport. Est-ce qu'on a déjà entendu quelque part quelqu'un qui dit qu'il faudrait que les enfants prennent moins souvent la voiture ou il faudrait que les enfants fassent moins souvent du sport? Jamais. Mm. C'est quand même bizarre. Mais dès qu'on est dans la nature, alors là, subitement, tout le monde a peur de tout. Tu sais, c'est comme la peur des femmes de subir des agressions sexuelles quand elles sont seules en forêt. C'est une peur qui également est alimenté par la culture. Parce que Ouais. dans tous les films que tu vois où il y a une femme seule en forêt, comme par hasard, il y a un violeur qui arrive. Tu vois. Et ça remonte à très loin parce qu'il y a des traces dès le XVe siècle de livres où on dit aux femmes, vous ne pouvez pas sortir toute seule parce que votre place, en fait, c'est à la maison. Tu vois. Donc il y a eu une domestication des esprits qui a empêché les femmes de sortir et qui maintenant empêche les enfants de prendre connaissance avec leurs voisins de toujours, qui sont les éléments de la nature. Donc, Mm. une fois que, si tu veux, il y a des parents, parce qu'évidemment, tous les parents ne sont pas dans le même sac, une fois que les parents sont d'accord, ben, nous, on fait des trucs très simples. Enfin, on fait, si tu veux, les catégories d'âge, on s'adresse à des enfants vraiment en bas âge ou à des adolescents, par exemple. Quand c'est des enfants vraiment en bas âge, on fait justement un peu ce que je viens de raconter tout à l'heure. On emmène l'enfant devant un arbre, on lui dit, qu'est-ce qu'il y a de commun, à ton avis, entre lui et toi? Mm. Tu vois, donc on est tout à fait dans l'inverse de quelle est la différence, quelle est la seule chose que les humains, quel est le seul point que les humains, etc., etc. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans l'inverse. Qu'est-ce qu'il y a de point commun?
Et puis, on les fait s'asseoir par terre. Bon, ça, c'est tout un défi. Pour les enfants, généralement, ça va, ils acceptent de s'asseoir sur le sol en forêt, mais les adolescents, tu peux oublier, pour la plupart des cas, ils ne veulent pas. Ou alors, il faut absolument qu'ils aient leurs fesses posées sur un petit tapis de yoga, parce que c'est hors de question qu'ils mettent leurs fesses sur la terre. Tu vois, c'est incroyable. Et ils croient que la terre est sale. Hein. Et quand tu leur demandes pourquoi ils font ça, ils te disent parce que la terre est sale. Tu leur dis ah oui, pourquoi est-ce qu'elle est sale? Alors, puisque tu dis que la terre est sale, donc ça veut dire que nous tous, en fait, nous vivons sur une sorte de détritus gigantesque. La planète est un ensemble de détritus. Mais alors pourquoi est-ce qu'il faudrait la sauver? Est-ce que quelqu'un pense à sauver des immondices? Tu vois, donc on va de question en question. Avec les Ouais, enfants, ça ne se passe pas comme ça. Parce que tu sais, les enfants, on leur fait admirer tout ce qui est très petit, hein, comme eux. Leur fait toucher la terre, on leur fait ramener de la terre pour après aller semer quelque chose. Donc on favorise tout ce qui est le contact physique et évidemment non intellectuel, tout ce qui est le contact physique avec le monde naturel, et on essaie de faire le lien avec l'école pour qu'en classe, ils continuent à en parler, mais qu'il n'y ait pas dans leur tête une séparation dehors, dedans. Parce que c'est une séparation théorique. Donc on leur demande d'amener des éléments de la nature à l'intérieur de la classe et on dit aux profs, voilà, nous vous proposons toute une série d'activités que vous pouvez faire avec l'enfant pour prolonger. Mais dès l'enfance, nous, on parle aux enfants parce que c'est très possible de faire comprendre à un enfant, même en très bas âge, le système immunitaire humain et comment le système immunitaire profite des éléments naturels. Pourquoi c'est bon pour lui d'être en contact avec les éléments du vivant. Un enfant très jeune est tout à fait capable de comprendre ça si la personne est capable, elle, d'expliquer. Tu vois, donc peu à peu, il se rend compte que la nature, c'est son nid, en fait. C'est son nid et que c'est normal qu'il s'y sente bien parce que c'est un nid pour tout le monde. ouais, donc vous cultivez le lien finalement, vous allez le cultiver Ah dans oui, l'enfance et puis vous essayez de l'éveiller avec les adultes avec qui ben, vous construisez ces moments-là. Et le oui, déclic avec les adultes, est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a souvent un moment qui revient où il y a un déclic qui se passe, hein, une connexion qui se crée? Est-ce qu'il y a une expérience en particulier, ou une question en particulier qui vient questionner si fort les certitudes qu'il y a un lien qui commence à se créer? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pu constater, toi? oui. Nous, les gens qui suivent les cours, parce que donc, si tu veux, on donne des cours à l'Université de la Nature qui sont des cours qui englobent toute la relation, toute l'histoire, toute l'anthropologie, la psychologie de la relation de l'humain et de la nature, depuis le début, enfin depuis ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette déconnexion, pourquoi, et comment est-ce qu'on peut se reconnecter, quel est l'impact de la nature sur la santé physique, sur la santé mentale. Donc on a créé une nouvelle matière qui est complètement transdisciplinaire, puisqu'elle est c'est à la fois de l'histoire, de la biologie, de la philosophie, de la psychologie, etc., etc. Dans le cadre de ces cours, la première chose que les étudiants doivent faire, c'est ce qu'on appelait le wilderness solo. C'est-à-dire que moi, je leur dis, vous allez aller dans un endroit en forêt, que vous allez choisir. Mais une fois que vous avez choisi un endroit, vous allez vous asseoir et vous allez rester assis, sans bouger, sans rien faire, sans méditer pendant 3 heures. Et sans téléphone, bien entendu. Hmm. Et dans la plupart des cas, c'est la première fois que ces gens-là font ça. Parce qu'ils sont souvent, c'est des gens qui quand même vont plus ou moins souvent en forêt, mais c'est toujours pour marcher, ou pour faire du jogging, ou pour d'autres activités. Mais s'asseoir sans rien faire, là, ils ne l'ont jamais fait. Et je peux te dire que ce qui ressort de ces, parce que maintenant ça fait quand même des dizaines et des dizaines de gens qui l'ont fait, c'est que les 2 premières heures et demie sont très difficiles parce que c'est le temps qu'il faut pour déconnecter du monde duquel on vient. Mais dans la dernière demi-heure, où ils sont donc assis au pied d'un arbre, là, il y a toute une série de révélations qui commencent à monter. Pas des révélations mystiques, mais je veux dire, premièrement, ils s'aperçoivent que l'endroit dans lequel ils se trouvent, il y a plein de vie, une vie Hmm. microscopique qu'ils n'auraient jamais vue s'ils étaient passés, mais une vie qui fourmille de partout, tu vois. Et puis, il y a des tas de souvenirs de l'enfance qui remontent, tu vois. Il y a des tas de questionnements qui remontent peu à peu, parce que je crois que, tu sais, il y a un côté marécageux dans l'humain. Il y a il y a un endroit où il y a de la vase, et quand on le laisse un peu tranquille, il y a des bulles qui remontent à la conscience, et on se rend compte de certaines choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la réflexion. Donc ça, c'est une expérience qui ne coûte rien, qui est faisable à peu près partout et qui est très révélatrice et qui commence peu à peu à changer le lien parce qu'elle crée justement une affection pour ce monde simple en apparence de la nature. Ouais. Puis
Je sais pas, là peut-être je me trompe complètement, mais j'ai l'impression qu'elle reproduit ta propre expérience, en version condensée bien évidemment, mais cette solitude face à la nature, la personne est seule, assise au milieu de tout, elle ne fait rien, il n'y a rien d'utile à ce moment-là à faire. Puis à un moment donné, il y a les bulles qui remontent là de la vase, tout comme ces démons qui t'ont habité. Puis à un moment donné, il y a ce rapport sensoriel qui se recrée. Oui, Et je sais pas, quand tu parles de l'expérience, j'ai l'impression que tu me parles en même temps de un peu de l'histoire que tu m'as oui, racontée juste avant. Mm. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a aussi l'idée, hein, qui est une idée qui n'est vraiment pas occidentale, c'est que je ne peux rien transformer. Je ne suis pas ici pour transformer quelque chose, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a perdu. Mais devant, quand tu te trouves dans un endroit pareil, dans cet état d'esprit, tu n'es pas là pour faire quelque chose. Tu ne fais pas un abri, tu ne fais pas. Donc, tu ne transformes rien. Et nous avons tous été éduqués dans la culture de la transformation du réel. On arrive quelque part, il faut ranger, il faut mettre des trucs là, il faut organiser. Mais en fait, oui, je pense que c'est important, mais il y a aussi simplement être présent devant quelque chose qui est beaucoup plus puissant que nous et où toutes ces organisations sont complètement dérisoires. Parce que la puissance qu'on ressent quand on est dans ces environnements, tu sais, dans le nord du Québec, la puissance qu'on ressent là, c'est complètement incroyable parce que tu te dis, et je pense que c'est fondamental de se dire ça, tu te dis, mais c'est plus fort que moi. C'est beaucoup plus fort que moi. Ça n'a rien à voir avec un parc municipal. Quand tu es dans un parc municipal, tu n'es pas dans un environnement qui est plus fort que toi, tu es dans un environnement qui a été entièrement domestiqué par l'humain. Mm. C'est l'humain qu'on voit d'abord dans le parc. C'est comme un parterre de fleurs sur l'avenue Mont-Royal. Bon. Mais quand on est dans ce type d'environnement-là, c'est tout à fait l'inverse. C'est la nature qui est avant l'humain et tu n'as aucune prise là-dessus. Et tu sais très bien que tu vas pouvoir, parce que c'est ça qui, quand même, tu peux mourir facilement dans la nature au Canada. C'est pas très compliqué de se perdre, de Mm. ne plus retrouver son chemin tu sais, j'entendais dernièrement des Français, pourtant des biologistes spécialisés, qui étaient en couple dans l'Ouest canadien et en pleine nuit, il y a un grizzly qui est arrivé, qui a soulevé le biologiste, qui l'a emmené dans la forêt, on n'a jamais revu. Ouais. Tu vois, donc cette puissance-là, elle impose le respect aussi. Elle n'est pas que négative. Non, et puis je pense que ça nous ramène aussi à autre chose. Puis je reviens dans la notion d'ensemble. Ben, c'est qu'on n'a pas été fait non plus pour vivre tout seul dans cette immensité-là, avec cette puissance-là. On a, on est fait pour être ensemble, justement, Oui, face à cette grandeur-là. Et je trouve que c'est ce oui, qui nous ramène à la fois en nous-mêmes, au fait qu'on est tellement petit par rapport à cette grandeur-là, et il y a un lien à recréer, justement, ce lien qui se recrée avec soi-même face à justement cette force-là, avec les autres aussi, parce que la réalisation que, ben oui, mais on est la nature, mais on est les autres aussi, puis on est tous interdépendants. Et que je trouve que ça nous ramène à la fois vers soi, mais à la fois ça nous tourne complètement vers l'autre. Ça ouvre finalement toutes les portes vers tous les liens qui peuvent exister. Puis tu sais, même dans les enseignements que vous amenez, tu parlais de toutes les disciplines, il y a cette complexité aussi qui est ramenée dans cette compréhension de ce qu'est la nature, de ce qu'elle est dans son histoire, de ce qu'elle est d'un point de vue philosophique, sociologique, d'un point de vue du ressenti. Il y a tout qui se marie. Et ouais, ouais, ah là, je oui, sais pas où c'est je ce m'en qu'il allais, faut. mais ouais. Non, non, mais c'est ça, parce qu'effectivement, la nature, elle est complètement reliée de tout. Et nous, nous sommes tombés, je veux dire, nous en tant qu'Occidentaux, nous sommes tombés dans une méthode de pensée qui, à mon avis, est extrêmement dangereuse et qui a fait des dégâts et qui continue d'en faire. C'est que comme c'est très compliqué de comprendre cette complexité, ben, on s'est dit, et c'est Descartes qui a un peu inventé ça, de dire, ben, il faut prendre les problèmes un à un. Il Mm. faut séparer les problèmes. Descartes, dans le discours de la méthode, il explique très bien, et c'est une méthode très juste. Euh,
On va prendre un problème et quand il est bien éclairci, alors on va passer à la deuxième étape et puis à la troisième étape, etc. C'est une très bonne méthode. Mais au bout de cette méthode-là, ce qu'il faut faire, c'est remembrer, remettre les choses ensemble en disant, je les ai séparées en théorie, parce que pour moi, c'était plus facile de les comprendre quand elles étaient séparées. Mais en réalité, dans la réalité, je n'ai pas séparé. Donc, j'ai analysé maintenant chacune des pièces du puzzle, mais maintenant, je vais refaire le puzzle. Et ça, notre société n'arrive pas à le faire. Donc, elle sépare tout. Et non seulement elle sépare tout sans remettre ensemble, mais si tu veux, moi, c'est pour ça que la gestion, c'était un concept qui m'interroge énormément parce que je crois que la gestion a beaucoup détruit notre communauté d'humains, justement parce qu'elle a, pour des facilités de gestion, séparé les trucs. Donc on a mis les vieux avec les vieux, les enfants avec les enfants, la nature à la campagne, les universités expliquent dans des cours complètement différents et des facultés complètement différentes, des choses qui en réalité sont complètement ensemble dans le vivant, donc plus personne ne comprend rien. Et je crois même qu'on en est arrivé à la situation où il n'y a même pas grand monde qui essaye de comprendre le monde, parce que c'est devenu trop compliqué. Ouais. C'est devenu trop complexe. Donc finalement, on dit, bon, on va laisser la parole aux spécialistes. Et donc, tu as un spécialiste, un cardiologue, par exemple, qui va t'examiner ton cœur, mais il ne va jamais te parler de l'impact psychologique que certaines choses peuvent avoir sur l'état de ton cœur, alors que c'est évidemment lié. Et la nature nous dit, ben oui, mais vous devez relier tout maintenant. Il faut tout relier. Et donc, euh, penser, moi, je crois que l'histoire de Fousis, que je disais tout à l'heure, démontre qu'en fait, c'est la nature qui a appris à l'homme à penser, mais l'apprentissage, nous n'en sommes qu'au début. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons apprendre pour pouvoir saisir la complexité. Et j'aime toujours citer cette phrase je crois que c'est de Roger Nimi, mais je n'en suis pas sûr, qui disait que distinguer sans disjoindre est l'art royal de l'intelligence. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. On doit distinguer ce qui existe en théorie parce que c'est plus clair, mais il ne faut pas le disjoindre parce qu'il faut se souvenir que tout ça est uni à l'intérieur. Ouais. Ouais. Et pourtant, c'est ce qu'on fait, on compartimente. Même tous les enjeux, les grands enjeux qu'on essaie de résoudre, on les résout sans envisager tout ce qu'il y a autour, puis tout ce qui s'imbrique. Hmm. Oui, absolument. Et Oui. là, je veux respecter ton temps, puis on approche de l'intention qu'on avait en termes d'espace. Je crois Donc, on a fait que deux des questions qui étaient ah oui, préparées, mais bon. mais tu sais, non, pas tellement, parce que tu es revenu tellement naturellement vers les différents éléments de question. Tu es revenu avec ces liens, tu es revenu avec ce que les différentes cultures aussi Oui. nous apprennent, t'ont appris. Tu es venu avec l'expérience de l'Université de la nature, puis je trouve que toute cette notion aussi de complexité, ça nous amène vers tu sais, cette dernière question avec tout ça, tout ce que tu m'as partagé, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu ressens. Ben, à quoi tu rêves, toi? À quoi tu rêves? Pour aujourd'hui même, même pas pour demain, mais juste à quoi tu rêves pour aujourd'hui, dans le ressenti au-delà du tangible. Ben, écoute, moi, je rêve d'abord d'un monde d'un monde occidental dans lequel la nature serait un outil de santé publique. C'est-à-dire, moi, je rêve que les gens âgés dans les maisons de retraite aient un contact avec la nature, que les bébés puissent avoir un contact réel avec la nature concrète, que les étudiants dans les universités puissent avoir ça. Bref, pour moi, c'est ça que je veux. Et c'est vraiment, si tu veux, moi je dis, quand on me dit quelle est la vision de l'université dans la nature, moi je dis toujours, ben, en fait, notre vision, c'est un monde où nous ne devrions plus exister. Tu vois, nous, université dans la nature. Et dans Hmm. ce monde-là, tout le monde a compris l'importance énorme au niveau de la santé mentale, au niveau spirituel, au niveau philosophique, au niveau du sens. C'est dans la nature que se trouve tellement de réponses, donc il faut rapatrier la nature au milieu du village. C'est ça, moi, le monde dont je rêve, tu vois. Par ailleurs, en ce qui concerne mon point de vue plus personnel, moi, j'ai la chance de vivre en pleine nature. Tu sais, moi, je vis de manière très isolée. Il peut s'écouler des semaines avant que je vois des gens. Donc, ceux qui m'entourent sont des animaux, sont des arbres, etc. Et ce qui est bizarre,
c'est que je ne me suis jamais senti plus connecté à l'humain que depuis que je vis complètement isolé de l'humain. Mm. Et j'ai compris que, en fait, la proximité avec l'humain, tu sais, c'est un peu comme quand tu es proche d'une image ou d'un paysage. Il faut que tu t'éloignes pour voir l'ensemble. Et moi, Mm. c'est ce qu'il a fallu que je fasse, tu vois. Que je m'éloigne pour voir l'ensemble et pour essayer de comprendre et pour essayer d'aider mieux. Donc, si tu veux, pour ce qui concerne le petit enfant que j'étais, avec sa peau de raton laveur, je suis encore en train de vivre dans mon rêve. Et j'ai beaucoup de chance. Ouais. Donc tu vis ton rêve en ce moment. Oui, Ouais. absolument. Oui. C'est merveilleux. Merci. Merci beaucoup pour cette conversation qu'on a dû, à travers laquelle on a dû effleurer certaines questions, mais merci. J'ai énormément appris et je pense que pour moi, ça va être beaucoup de réflexion suite à notre moment. Alors j'espère que ça aura pu aussi semer des graines dans les cœurs, dans les esprits, dans les âmes de ceux qui vont nous écouter. Voilà, voilà. Ben, merci à toi, Sophia. C'était très agréable. Et Jamais. j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ça. J'espère que j'ai pas trop parlé, mais bon, c'est un sujet, moi, je suis intarissable sur ce sujet, donc c'est Je ça qui est pense dangereux. qu'on aurait pu parler encore plus. Ouais, non, non, Oui, c'est sûr. non, t'as pas trop parlé. C'était vraiment, vraiment précieux tout ce que tu as apporté. Merci infiniment. Merci à toi.